Je m'appelle Annabelle. Astrologue depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'entrepreneuriat autour des pratiques d'accompagnement alternatives et spirituelles. Des métiers qui défraient la chronique et qui pourtant ont toujours été là. Ici, je vais lever le voile. Je te partage mon expérience, j'invite des consoeurs et confrères et je milite. Bienvenue sur le journal de bord d'une intuitive. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un épisode important qui sort aujourd'hui et que j'ai enregistré avec Anne Favier depuis déjà de nombreux mois. Donc je suis ravie de vous le présenter. On va parler privilèges blancs dans la sphère de l'accompagnement, du bien-être alternatif. J'espère que cette conversation va vous ouvrir à de nouvelles voies de réflexion, va vous aider aussi peut-être à vous, praticiens, praticiennes, blanches, à comprendre votre privilège ou en tout cas les différences de réalité qui s'opèrent entre les personnes racisées et les personnes blanches. Voilà, j'ai en tout cas eu beaucoup de plaisir à recevoir Anne Favier qui est une naturopathe engagée et qui travaille au quotidien à transmettre grâce à ses accompagnements une nouvelle façon de faire, plus consciente, aussi plus éthique, plus engagée, empreinte dans la justice sociale. Bref, il est temps pour moi de vous laisser écouter cet épisode qui commence maintenant. Bonjour Anne, Bonjour Annabelle. j'espère que ça va ce matin pour l'enregistrement de cet épisode. Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Alors, je voulais que tu te présentes un petit peu avant qu'on commence à aborder la grande question du privilège blanc. Alors, moi je m'appelle Anne Favier-Barthéléry, je suis naturopathe et j'accompagne également des thérapeutes sur les questions d'intersectionnalité, d'inclusivité, de décolonisation de ces pratiques, parce que ce sont des sujets qui me tiennent très à cœur, du fait de mon engagement militant et du fait de mon identité, puisque je suis une femme cis, afrodescendante. Je fais aussi partie de la communauté LGBTQIA+. Il y a beaucoup de questions comme ça qui me tiennent à cœur, du fait de mon positionnement, qui est un positionnement, situé. C'est-à-dire que je parle vraiment à partir de qui je suis. Donc je suis assez vocale sur, Instagram, sur, mon podcast et dans mes pratiques d'accompagnement sur, toutes ces questions. D'accord. Alors, comme tu le sais, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cet épisode? C'est parce que je me suis retrouvée par hasard sur les recoins d'Instagram en regardant le post d'une grande influenceuse qui évoquait de manière assez nonchalante qu'elle était privilégiée, c'était une femme blanche et privilégiée. Et en voyant les commentaires sous l'épisode, j'ai vu qu'il y avait une sorte de grande confusion autour de la notion de privilège et que beaucoup de blancs commentaient en disant c'est pas parce que je suis blanc que je suis privilégié, dans le sens c'est pas parce que je suis blanc que je suis riche, ou que j'ai la possibilité de faire ce que je veux, ou que voilà, tout m'est dû. Et ça m'a interpellée parce que j'avais l'impression que c'était une notion qui était quand même assez acquise et que je comprenais pas pourquoi il y avait cet amalgame qui était fait. Voilà, ça m'a assez surpris. Je suis sûrement extrêmement naïve parce que je suis dans ma réalité de blanche, mais j'avais, enfin de blanche, mais de blanche un minimum, voilà, consciente. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pensais que c'était acquis pour tous les blancs. Ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, il faut vraiment, vraiment parler de cette notion de privilège blanc surtout, et du fait que oui, si on est blanc, on est fatalement privilégié et on a une réalité qui est fondamentalement différente que les personnes racisées. Et à ce niveau-là, voilà, j'avais envie de parler de cette notion et que tu nous expliques un peu pourquoi, en tant que personne racisée, euh, on, on- on-
on vit, une autre vie qu'une personne blanche et que justement les blancs ont des privilèges. Mmh. C'est intéressant parce qu'effectivement, bah, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi en faisant du contenu, antiraciste, sur les réseaux. C'est que dès qu'on dit le mot privilège, on a l'impression qu'on dit un très, 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 très gros mot, heu, parce qu'il y a je pense qu'il y a une confusion. C'est-à-dire que quand on dit privilège, quand on dit privilège blanc, c'est comme si on disait aux gens effectivement, qu'ils ont tout, que tout leur est donné. Et en fait, ça vient aussi taper beaucoup, sur du perso, je trouve. C'est-à-dire que quand on dit privilège, les gens, se sentent visés, heu et hem et c'est un petit peu la difficulté qu'on a quand on a des postures antiracistes, c'est qu'on est encore, malgré tout, dans une période où, la question du racisme systémique est pas hyper claire. Et quand, on parle de questions de racisme, questions de blanchité, de personnes racisées et tout ça, les gens, ils entendent encore, «Est-ce que je suis raciste sur le plan individuel? Est-ce que je vote, pour tel et tel parti? Est-ce que j'insulte des personnes racisées?» et tout ça. Alors que nous, on parle pas du tout de ça. On parle du racisme systémique, on parle, de quelque chose qui infuse, notre culture, notre société, qui concerne vraiment tout le monde et qui fait que quand on dit privilège, on dit pas: «Toi, tu as un privilège, voilà, qui fait que ta vie, c'est super facile». On dit, «Ton groupe social a un privilège sur ce plan-là». Et en fait, des privilèges, il y en a plein, mais c'est hyper intéressant parce que j'ai vraiment la sensation que, les tensions se cristallisent vraiment quand on parle de privilèges blancs, plus que d'autres privilèges. Alors que voilà, on peut être privilégié, sur le plan de sa classe sociale, sur le plan, de son appartenance religieuse, sur le plan, de, son orientation sexuelle. Enfin, on peut être, en fait, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle la roue du pouvoir qui, que j'utilise souvent en atelier pour permettre aux personnes de se situer, sur, où est-ce qu'ils ont des privilèges ou du pouvoir, en fait, où est-ce qu'ils peuvent exercer du pouvoir et où est-ce qu'ils sont plutôt marginalisés. Et là, on se rend compte qu'en fait, tout le monde est un petit peu un mélange de tout. Enfin, c'est assez rare d'être 100 privilégié et 100 marginalisé, mais quand on dit privilège blanc, les gens entendent ce 100 là. Alors, en t'écoutant, je me demande s'il n'y a pas, le mot privilège dans la culture française, je me demande s'il résonne pas différemment que dans d'autres, cultures. Dans le sens où en France, il y a une aversion Mmh. très forte de la notion de privilège qui fait que, ça empêche certaines conversations parce qu'on est tout de suite dans ce ouais, voilà, Mmh. dans ce classisme, dans, la tout le rapport, bah, voilà, aux droits de l'homme, aux problèmes, voilà, de classe dans la société française à laquelle on a toujours lutté. Donc, la notion de privilège, c'est toujours la noblesse. On est toujours encore dans les notions de Mmh. noblesse, sans état et je me demande s'il y a pas quelque chose qui vient bloquer là-dessus, en tout cas pour, hem comment dire? Pour la société française, parce que quand on entend, par exemple, le mot bah, c'est le même mot en anglais, tu vois? Privilege, bah, c'est beaucoup plus intégré, j'ai l'impression. Ah, évidemment, il y a tout un tas de soucis, hein, mais j'ai Mmh. l'impression que dans les conversations, c'est plus présent, alors qu'en France, ça reste encore un gros mot. Ouais, Ça change. ouais, je pense que, bah, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que alors après, il y a quand même des contenus qui ont été faits par des anglophones qui montrent que la question, mais plus la question du racisme est pas, la question du racisme est pas du tout abordée de la même manière, dans d'autres pays. Je pense notamment et j'avais lu un essai qui est très intéressant, par une autrice, britannique qui s'appelle, j'ai retrouvé la Reni Eddo-Lodge, qui a écrit un livre qui s'appelle «Why I'm no longer talking to white people about race». Et ça, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens sont pas capables d'écouter. Mais par contre, effectivement, ce que tu dis sur la notion de privilège, pour moi, je le relie, directement à la notion d'universalisme à la française. Où voilà, on est dans un pays, les droits de l'homme et du citoyen, on est tous libres et égaux en droit, et cetera. Il y a vraiment ce truc d'universalisme
qu'on retrouve aussi dans d'autres luttes, hein, où voilà, les gens vont pas être capables d'entendre que il y a une inégalité femmes-hommes parce que ben non, on est libre et égaux et puis voilà. Et du coup, cet universalisme-là se connecte aussi à une espèce de neutralité, à une espèce de voilà, comme si on était tous pareils, homogènes et tout ça. C'est vraiment le je ne vois pas les couleurs. Qui fait que du coup la notion de privilège est inaudible dans ce contexte français-là, qui est quand même assez spécifique aussi par rapport à cette posture où dans d'autres pays, on n'est pas dans cette idéologie-là ou de manière moins prégnante, quoi. Ouais, il y a un rejet de la diversité ou en tout cas de la reconnaître et de la valoriser en France. C'est une autre problématique. En fait, finalement, en partant du principe qu'il faut tout homogénéiser pour arriver à cette espèce d'idéal sociétal, on est en train de rentrer dans une autre problématique. Et là, on le voit énormément. Enfin, je veux dire, il y a d'autres pays d'Europe qui fonctionnent différemment. Par exemple, à Londres, en Angleterre, parce que j'ai été là-bas. Il y a une diversité qui est vraiment valorisée. Évidemment, il y a aussi beaucoup de problèmes, hein. C'est pas là, c'est pas si c'est le sujet, mais il y a toujours des problèmes. Mais on peut voir une société qui fonctionne très bien en valorisant, voilà, les choix religieux de chacun, les origines de chacun, que ce soit d'un point de vue vestimentaire ou voilà, tout ce qui fait nos différences et de les célébrer et justement pour ramener une autre façon de vivre la société, quoi. Ça fonctionne, mais en France, il y a ce problème de tout de suite c'est communautarisme, tout de suite c'est dangereux, tout de suite, alors qu'en fait, on reste sur un point de vue blanc. On est sur une neutralité blanche qui dit ok, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, et ça, c'est aussi un héritage colonial de la question de l'assimilation. Parce qu'en France, on est très dans ce délire-là. On est très, ouais, la diversité, c'est cool, à partir du moment où les gens s'intègrent. Et l'intégration, l'assimilation, tout ça, c'est du vocable qui infuse le discours politique français. Et notre manière de voir les choses, on a un prisme comme ça qui est assez fort de dire ouais, le communautarisme c'est mal, il faut une espèce d'homogénéisation. Mais ça, en fait, c'est super intéressant parce que ça plonge ses racines dans notre histoire coloniale française. Et notamment, par exemple, ce qui s'est passé en Afrique du Nord, avec des différents niveaux de citoyenneté ou différents accès ou non à la citoyenneté, avec cette idéologie de l'intégration, de la culturation, de l'assimilation. Et l'assimilation, c'est pas un mot neutre. Et du coup, c'est intéressant de voir à quel point ça perdure aujourd'hui euh, dans notre société et que tout ça se mélange un peu et qu'effectivement, moi je retiens vraiment ce concept de neutralité qui m'agace profondément aussi dans nos pratiques d'accompagnement, parce que c'est quoi la neutralité, quoi? C'est quoi la neutralité? Pour moi, la neutralité, ça n'existe pas. Et on est dans un contexte culturel, social, où on essaye de tout fonder sur une pseudo-neutralité, sans accepter de voir que cette neutralité, c'est juste un choix. C'est juste, c'est juste qu'on prend un modèle qu'on décide universel et après on axe tout autour de ça. Mais qu'est-ce que ça dit des personnes qui s'éloignent de ce modèle? Oui, mais surtout le modèle est blanc. On est d'accord qu'en fait, on en a déjà parlé toi et moi, mais en fait, effectivement, ce qui pique, je pense, les personnes, quand on dit privilège blanc, c'est que c'est le blanc. Parce qu'en fait, privilège blanc, ils entendent même pas le blanc, en fait. Ils entendent pas le blanc. Non, c'est ça. Alors voilà, c'est ça C'est privilège. qu'on a déjà évoqué, c'est que privilège blanc, je suis blanc et donc par voie de fait privilégié. Tout de suite, c'est mais ça n'a rien à voir. Voilà, le blanc et le privilège, il y a vraiment une scission et il y a un rejet, il y a une réaction brutale de dire je vois pas de quoi vous parlez et tout de suite il y a une volonté de résister
et de dire: «Moi, je suis blanche et j'ai, voilà, moi, j'ai pas de privilèges», tu vois? J'ai des problèmes financiers, j'ai dû travailler dur, pour en arriver où je suis, rien ne m'a été donné et tout. Parce qu'en fait, les gens on dit: «Vous avez un privilège blanc» et les gens, entendent que, ils ont une réussite sociale incroyable. Mais en fait, on n'est pas en train de dire, qu'ils sont privilégiés sur le plan, de la classe, on n'est pas en train de dire qu'ils sont privilégiés sur le plan de l'éducation, on est et en fait, c'est comme ce blanc dans notre société est égal à, quelque chose de neutre, voilà, quelque chose, un référentiel commun, finalement. Bah, du coup, les gens, ils entendent, carrément autre chose. Ils entendent rien qui concerne, la question de la race, quoi. Mais en fait, c'est tout de suite, bah, ma réalité, c'est la même que tout le monde, hein. Enfin, entre guillemets, Mmh. et même, voilà, moi j'ai mes problèmes ou j'ai des problèmes, et cetera. Mais en soi, c'est comme dans la mesure, c'est comme une mesure, enfin, c'est la norme. Voilà, en fait, le Mmh. blanc, c'est la norme. Donc, ce n'est pas un privilège. C'est le référent fondamental Mmh. de l'expérience humaine, enfin, l'expérience du citoyen français. Alors que le citoyen français, il a des profils, voilà, divers et variés, et il y en a qui ont certaines formes de privilèges parce qu'ils sont blancs, et il y en a d'autres qui ont pas cette notion de privilège. En fait, c'est assez violent, mais comme tu disais, ça fait écho aux enjeux aussi du féminisme, et de dire, en fait, toute la réalité au quotidien quand on est une femme, quand on doit sortir dans la rue, comment est-ce qu'on s'habille? Comment est-ce que chacun de nos gestes est conditionné? Comment on a une charge, mentale titanesque vis-à-vis de nos corps, vis-à-vis de, voilà, d'à peu près tout, au quotidien, et ça vient s'ajouter, voilà, si on est une femme racisée, si on est une femme, voilà, grosse, et cetera. Il y a tout un tas d'enjeux qui viennent s'ajouter à ça, mais c'est une toute autre réalité que la vie d'un homme, où tout est fait en fonction, enfin, l'espace public est fait pour lui, les normes de beauté avec un corps qui reste, entre guillemets, «stable», heu et ça, c'est Camille Froidevaux, Métry, je t'en avais parlé, qui parlait de ça, du fait qu'on ne prend pas en compte que le corps de la femme est continuellement fluctuant et qu'il est en ouais, en transformation continue, quoi. Alors qu'on nous vend l'idée qu'on doit rester dans cette, encore une fois, il y a cette notion d'homogénéité, il ne doit pas y avoir de variation, quoi. Et ça, c'est typique du corps masculin. Donc bref, il y a tout un tas de choses que j'ai pas besoin d'énumérer, parce qu'on sait très bien, en tant que femme, ce que c'est d'être femme, et on sait aussi qu'il y a un angle mort terrible pour les hommes, et qu'il y a des choses qu'ils pourront jamais comprendre. C'est exactement la même chose quand on est racisé. Et c'est intéressant parce que, tu vois, j'ai vraiment la sensation et ça renforce effectivement cette idée que, il y a cette notion de neutralité, c'est que, quand on dit privilège blanc, on met le projecteur sur, un avantage, sur une position sociale et une hiérarchisation sociale. Parce que la question de la race sociale évidemment, c'est aussi une question de hiérarchie, avec aussi dans cette hiérarchie la question de la ligne de l'humanité, qu'en fait dans cette pyramide-là, il y a des gens qui sont au-dessus de la ligne de l'humanité et d'autres qui sont en dessous. On met le projecteur là-dessus. Alors que j'ai l'impression que c'est plus entendable dans notre société de dire qu'il y a des personnes qui sont discriminées. On est capable d'entendre que, les personnes racisées puissent subir des discriminations et cetera. Hein. Ça, on peut l'entendre parce que le focus est mis sur elles. Mais, le pendant de ça, ça devient, totalement inacceptable, en fait. C'est hyper intéressant. C'est là, tu me fais un peu un mindfuck. Mais c'est énorme, ouais, parce que dans le positionnement de toujours, c'est insupportable, hein, excuse-moi les bruits. Je sais pas si tu entends mes bruits, mais c'est un an. Très peu, très peu. Je Moi, l'entends j'ai la pas. tondeuse C'est fou, à ça me mort, là. coupe les sons de l'autre. Ouais, pour le positionnement, ça en dit long, quoi, parce qu'en fait, on doit valoriser ce qui dysfonctionne chez nous, mais on peut pas parler
de ce qui fonctionne chez toi que je n'ai pas, que voilà, à laquelle je n'aurais pas accès. Oui, parce que, encore une fois, la personne blanche, par exemple, hein, mais bon, effectivement, on est quand même dans une société où l'idéal, c'est un homme cisgenre, blanc, hétérosexuel, valide, mince et compagnie. Enfin, voilà, on peut faire un gros type de... En gros, qu'est-ce qui est notre idéal social? Et du coup, bah, plus on en est proche, plus on a de privilèges, plus on en est éloigné, moins on en a. Pour rebondir sur cet enjeu-là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont parler contre la woke culture, enfin, tu sais, qui vont avoir une réaction épidermique, vont dire, mais en fait, il y a une victimisation, en fait, qui est très présente. Tu vois, c'est la seule chose qui est acceptée au final. Parce que si on commence, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai le droit de la seule chose dont j'ai le Mm. droit de parler, c'est de ce qui me manque Mm. quelque part ou des problématiques que je vis. Mais après, si je commence à te remettre en question, là, c'est totalement invisibilisé. Ça n'a pas de place. Et justement, c'est même, je dirais que c'est même pas une résistance ou un combat, c'est que ça n'existe pas. On est dans le gaslighting maximum. Donc en fait, finalement, la seule chose qui me reste, c'est de dire mon ressenti et ce qui m'appartient à moi. Et après, en fait, tu te fais taxer voilà, de personnes qui est en victimisation, qui Mm. peut pas, tu vois? Donc c'est Pour moi, il y a deux choses là-dedans. Il y a que ce trope, en fait, cet idéal qu'on a social, on le pense comme quelque chose, on le pense comme la norme, on le pense pas comme quelque chose de supérieur, en fait. On le pense comme la norme. C'est comme si on se disait, voilà, il y a cette norme sociale, et puis bah, mmh, on en est proche ou on en est loin. Alors que finalement, quand on dit privilège, on parle plus de verticalité. Il y a au-dessus et en dessous. Et je pense que pour nous, c'est plus entendable d'être sur de l'horizontale et de se dire que voilà, on peut s'éloigner d'une norme, se rapprocher d'une norme, mais du coup, ça fait que si on est sur un plan horizontal, cette norme-là, elle devient un peu neutre de fait, parce que voilà, il n'y a pas de supériorité et tout. Quand on dit privilège, on parle de supériorité. Euh, et ça, je pense que c'est ça qui vient aussi vraiment piquer les gens, quoi. Et dans ce que tu dis sur la victimisation, ouais, c'est hyper fréquent en fait dès qu'on ouvre la bouche en tant que personne minorisée et qu'on va exprimer un vécu spécifique, de dire oui, vous vous victimisez, oui, vous en faites des caisses, etc. Déjà, il y a un manque d'écoute et effectivement, ça vient dire quelque chose sur la personne qui est en position privilégiée et elle n'a pas envie en fait d'entendre ça parce qu'elle n'a pas envie d'entendre son privilège. Et j'ai l'impression aussi que dans ce truc de victimisation, il y a comme un peu l'idéologie derrière du quand on veut, on peut. Du en fait, ça pourrait être différent si tu faisais un petit effort, quoi. Et on revient sur les notions d'assimilation et tout ça. Je sais pas, mais par exemple, un des trucs, tu vois, régulièrement, on entend des choses, par exemple, sur la question des cheveux texturés. Quelle coiffure est professionnelle et quelle coiffure est pas professionnelle? Moi, par exemple, j'ai des locks. Donc, on n'est pas sur de la coiffure super professionnelle dans notre société blanche occidentale. Heureusement pour moi, je fais le métier que je fais et c'est cool pour moi. Mais si je bossais, par exemple, dans la vente ou voilà, si j'étais commerciale ou ce genre de job, c'est possible qu'on me dise, bah, en fait, c'est pas une coiffure professionnelle. Parce que la coiffure professionnelle, ça serait des cheveux lisses, voilà, attachés en chignon, par exemple, ou je ne sais pas. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on va dire à des gens, votre nature de cheveux n'est pas professionnelle. Et du coup, on va leur dire, bah, en fait, et quand on va exprimer ça, quand les personnes vont exprimer ça, on va leur répondre, bah, en fait, t'as qu'à changer, quoi. Et du coup, tu te victimises parce que, en gros, c'est comme si on faisait le choix de sortir de la norme et qu'on avait le choix de faire autrement. Mais oui, on a le choix de faire autrement. Enfin, déjà, pas forcément sur tous les plans. Sur ce plan-là, par exemple, on aurait le choix de faire autrement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est nous qui nous victimisons ou est-ce que juste il y a un truc qui est pas normal dans notre société, quoi? là, ça me permet de rebondir sur le contexte
La réalité, en fait, de l'expérience, alors autant dans le bien-être, dans le soin bien-être que dans le soin médecine, qui sont, voilà, deux catégories à part. Comme on le voit quand même sur les réseaux, toi et moi, sur Instagram, parce qu'on a nos activités d'accompagnante sur Instagram. On voit, déjà, ben, oui, la sous-représentation quand même des, accompagnantes, racisées, clairement. On voit aussi que cette plateforme, elle passe, vraiment sous le prisme de la blanchité. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quand même. Bon, de toute façon, c'est une plateforme qui est faite par des blancs, enfin, je veux dire, Mmh. c'est la vie, c'est que tout est fait comme ça, donc ça va être un peu compliqué, mais il y a cette invisibilisation aussi des besoins des personnes, racisées dans les services de bien-être et comme tu dis, dans dans la notion de quand on veut, on peut, et tous ces enjeux de mindset, qui viennent invisibiliser tous les problèmes systémiques. C'est des choses qui sont jamais adressées, que ce soit dans le coaching, dans l'accompagnement. C'est des choses, qui sont déjà complexes à aborder. Je veux dire, moi, je suis une accompagnante blanche, c'est compliqué déjà Mmh. de voilà, enfin, bon, en plus, je suis astrologue, donc c'est tellement ça a tellement, tu vois? C'est encore un service aussi qui est, très, très marginalisé. Mais comment est-ce qu'on fait la place, pour les personnes racisées ou comment est-ce que, je sais faire la place, c'est un terme horrible, mais comment est-ce qu'on se positionne justement pour réussir à dialoguer, tu vois? Correctement, quoi. C'est des vraies questions à se poser et je me Mmh. demande comment on fait, tu vois? Extrêmement naïvement pour avoir le bon dialogue ou la bonne conscience et comme tu le disais, est-ce qu'une personne racisée va aller se faire accompagner par une personne blanche? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Et comment aussi un accompagnant blanc, peut avoir le bon positionnement face aux problématiques. Et après, ça dépend aussi, Mmh. tu sais, toi, tu es dans le soin du corps, moi, pas du tout. Par exemple, je suis dans un accompagnement qui est spirituel, donc c'est encore un autre délire quand même, ça a rien à voir. Mais comment est-ce qu'on se Mmh. positionne? Bah, ça, c'est un peu tout mon sujet, c'est pour ça que j'ai créé, Carcan Stellaire et mes ateliers, quoi. C'est parce que, en fait, déjà, il faut se positionner. Il faut se positionner, c'est vraiment la première chose à faire et faut sortir de ce truc de neutralité, de tout le monde est pareil, je vois pas les couleurs, gna 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 parce qu'en fait, si, qu'on soit, racisé ou non, mais si on est accompagnant, accompagnante et qu'on se positionne pas, c'est ne pas se positionner, c'est se positionner. Voilà. Donc, il faut dire les choses. Parce que les personnes minorisées, elles vont avoir tendance, du fait de leur minorisation, qui les marginalise, elles vont avoir tendance à moins se faire accompagner parce qu'elles ont vécu des choses traumatiques dans les accompagnements, que donc elles n'ont pas envie de se remettre en danger dans des espaces où on est censé être en sécurité en plus. Et puis il peut y avoir aussi des structures psycho-émotionnelles liées à certains groupes, voilà, qui font que déjà certains groupes minorisés, comme les femmes noires par exemple, vont moins aller vers de l'accompagnement parce que il y a, il y a un truc en fait dans la culture qui est aussi qui a été aussi internalisé que bah voilà on n'a pas besoin de ça, que la thérapie c'est un truc de blanc, que les femmes noires elles sont fortes, c'est elles qui portent leur communauté, etc. Donc déjà en fait, faut quand même se rendre compte quand on accompagne que si on veut toucher tout le monde vraiment, il faut aller toucher les groupes particulièrement. On peut pas être dans le truc général, universel, blablabli, blablabla. On est obligé d'aller dire clairement aux gens qui on est. Et c'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'il faut se situer et dire d'où on parle. Parce qu'on parle pas de, je sais pas, un espace vide, machin, intersidéral. Hein. On est construit culturellement et socialement, et c'est important de dire d'où on parle pour trouver la résonance aussi dans l'autre, parce que c'est ce que je trouve intéressant dans le travail d'accompagnement, c'est les échos qu'on peut arriver à déclencher. Et, et dire aussi, enfin s'adresser spécifiquement aux personnes.
Parce que dire j'accompagne tout le monde, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Et ça va être, j'accompagne les femmes, qui sont Ouais, ça. puissantes en reconnexion avec, leur utérus Et sacré. Oh! il y a un moment, il Oui, faut mais dire les l'utérus, mots, quoi, tu vois? Parce qu'en fait, on a peur de dire les mots. Mais voilà, je veux dire, il y a un moment, faut dire si on accompagne les personnes racisées ou pas, si on accompagne les personnes LGBTQIA+ ou pas. Il faut le dire. Parce que déjà, même quand on le dit, c'est pas forcément suffisant, mais il faut le dire, il faut travailler sur la représentation et il faut se poser les questions. Parce que tu vois, en t'entendant parler d'Instagram, par exemple, Heu, je me suis fait une réflexion il y a pas très longtemps. Bon, Instagram, quand t'es minorisé, déjà t'es moins visible. Ça, c'est les algorithmes, de toute façon, c'est les algorithmes internet qui sont, des biais discriminatoires où, on l'a vu, hein, dans les images, plus t'es foncé, moins l'algorithme va te montrer, par exemple. Donc tu as ça. Si en plus, comme moi, tu parles de sujets qui fâchent, donc tu parles de colonialisme, de colonialité, de racisme et compagnie, tu te fais shadowban systématiquement. Moi, quand je parle de ma vie avec mes enfants et tout, les trucs cool, j'ai des stories qui font genre 400 vues. Quand je parle de racisme, de discrimination et tout, j'ai des stories qui font 70 vues. Donc ça, c'est concret. Et tu vois, je me suis fait la réflexion de, il y a aussi à se former en tant qu'accompagnant, accompagnante, à ces questions-là, parce que ça permet aussi de découvrir quels sont les problèmes spécifiques. Parce que les gens ont des problèmes spécifiques. Et du coup, si on est dans l'universalisme et tout, en fait, on propose pas un accompagnement qui est adapté aux personnes. Et je me suis fait la réflexion sur un truc tout bête. J'ai vu passer sur Insta une pub, je crois, de coaching. Tu sais, en ce moment, il y a pas mal de trucs de coaching Insta pour justement booster sa visibilité et compagnie. Jamais, je n'ai jamais vu qui prend en compte ce que je te dis là, qui prend en compte le fait que, bah voilà, moi je suis une personne racisée. Donc l'algorithme, déjà, il kiffe pas trop ma couleur de peau, même si ça va, je suis pas trop foncée. Mais bon, et les filtres aussi blanchissent systématiquement la peau. la peau. Voilà. Donc, et l'algorithme, il kiffe pas mes sujets de prédilection. Ce dont je parle, ça lui plaît pas de ouf, tu vois. Et en fait, il y a aucun coaching Insta qui va prendre en compte ça. Qui va prendre en compte, par exemple, le fait que si tu parles de certaines choses, t'es shadowban, quoi. Et je me dis, en fait, il y a un manque, en réalité. Parce que tous les créateuristes de contenu comme moi, ils sont confrontés au même problème et juste il y a pas d'offre pour nous accompagner là-dedans, par exemple. Et c'est la même chose pour les accompagnements. Si on n'est pas conscient de ce que vivent les personnes, c'est quoi en fait concrètement les discriminations, c'est quoi concrètement bah, justement les questions de privilège, comment est-ce qu'on peut leur proposer un accompagnement adapté? Et on est dans les trucs de dev perso où c'est en mode oui, tout est en toi, c'est vraiment le si on quand on veut, on peut, hein, tout le monde peut accéder. Je suis ma seule limite. Mais attends, pardon, mais je suis ma seule limite? Non, je suis désolée, mais c'est pas vrai, quoi. Si t'es blanc, si t'es un homme blanc, cis, hétérosexuel, mince valide, peut-être que t'es ta seule limite, mais non, en fait, ouais, je suis d'accord que, avec l'idée que, bah, le développement personnel, effectivement, on peut se développer personnellement et qu'on a des limites à l'intérieur de nous et cetera. Mais en fait, il y a de la systémie autour, hein. On vit pas dans un aquarium, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné et c'est pour ça aussi que, moi, je mets beaucoup le doigt là-dessus sur les accompagnements parce que souvent les accompagnements, il y a ce côté si on est dans ce côté, je suis ma seule limite, ça fait des accompagnements où, bah, voilà, on est en one to one avec quelqu'un et puis on va l'aider, en fait, à déconstruire ses barrières, ses schémas et tout. Mais après, il se passe quoi quand la personne, elle sort du cabinet ou de la séance avec toi et qu'elle se reprend la société dans la face? Elle est équipée comment, en fait? C'est bien beau de lui déconstruire ces trucs à l'intérieur d'elle, mais les barrières qui sont à l'extérieur d'elle, on en fait quoi? Ouais, c'est effectivement une vraie question et à ce niveau-là, on a quelle réponse? C'est vrai qu'il y a énormément une performance
qui est, en jeu sur tous les enjeux, enfin, toutes les problématiques autour du bien-être. Il faut performer, il faut atteindre un certain niveau de bien-être physique, de bien-être mental. Maintenant, il y a aussi la notion d'abondance financière qui est Mmh. en corrélation avec notre état physique et mental. Enfin, la pression ne s'arrête jamais et c'est Mmh. vrai que en général, dans tout le dev perso, dans tous les grands acteurs et actrices, de ce milieu-là, enfin, là, je parle d'influenceurs, hein, globalement, parce qu'il y a plein de gens qui composent ce milieu, mais les personnes, en tout cas, qui sont le plus entendues et le plus écoutées, n'adressent pas ou si peu les enjeux, évidemment, du fait que c'est tout le temps des personnes blanches. Donc, prendre en compte, la réalité des personnes racisées, c'est juste, inenvisageable. Et après, il y a aussi zéro conscience en général du féminisme ou quoi. Par contre, il y a une volonté, en fait, c'est très, très bâtard parce que, on c'est comme s'ils étaient quand même capables d'identifier les problèmes systémiques, mais qu'ils allaient les utiliser sans les nommer, pour appuyer là où ça fait mal et pour dire: «En fait, tu peux atteindre cet espace ou cette perfection ou cet idéal, enfin ce truc-là, cet endroit que je représente», parce que, voilà, ils sont dans la curation de, voilà, je te montre en fait qui tu peux être, donc il y a toujours cette notion de projection. Et en général, ouais, c'est tout le temps, voilà, des personnes blanches ou la réalité de la personne blanche qui est vendue aussi, mais une personne blanche surprivilégiée, donc c'est assez indécent, quoi, parce que, on peut dire ça du coup, les personnes blanches privilégiées, et après tu as les personnes blanches surprivilégiées. Là, c'est, voilà. Il y a des niveaux, quand même assez importants, et notamment sur le féminisme, par exemple. C'est jamais évoqué, abordé ou quoi que ce soit, mais par contre, les problèmes liés à la condition des femmes sont bien, 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 identifiés, et voilà, les problèmes médecine comme les problèmes, et d'ailleurs sont utilisés, hein, les problèmes, voilà, de nos cycles, hormonaux, endométriose, enfin tous les problèmes, de nos corps, de femmes, et aussi, ben, voilà, notre condition physique, et cetera, et pourtant, c'est jamais adressé directement, c'est juste j'appuie là où ça fait mal, et l'idée d'empuissancer, c'est un mot affreux que je honnie, mais empuissancer les femmes, et la question, désolée pour, mon explication à rallonge, mais je me dis: «Pourquoi est-ce que les femmes blanches veulent retrouver leur puissance?» Alors ça, est-ce que tu as une théorie? Parce que c'est vraiment hyper présent, quoi. C'est reconnexion à la puissance de la femme blanche, quoi. Parce que franchement, la femme racisée, elle est jamais intégrée là-dedans, hein. C'est des personnes qui représentent vraiment tous les clichés de la femme cis blanche, Mmh. tu vois? Qui correspond même à l'idéal patriarcal, hein. En général, c'est blonde, fine, toujours en train de, tu vois, de se mettre en scène dans un idéal féminin, mais qui correspond à l'idéal patriarcal, en fait, pas forcément, à la réalité des femmes, dans leur corps, quoi, et je me dis: «Mais pourquoi?» Bah, ça, pour moi, c'est exactement ce qui se passe. C'est l'écueil de ne pas penser systémie. C'est qu'en gros, je trouve, hein, que quand on fait ça, c'est qu'on reste dans le système, cis hétéropatriarcal. En fait, il y a pas de remise en question tellement de ce système-là. C'est juste qu'on va se dire: «Bah, voilà, on est dans ce système-là et on veut être en haut de la pyramide». Et c'est tous ces trucs de dire égalité avec les hommes, machin et tout. Mais en fait, moi, personnellement, en tant que femme cis, ça m'intéresse pas d'être, au même niveau que les hommes, si ce niveau-là, c'est un niveau qui écrase les autres. Et ça, c'est très présent, pour, les femmes blanches. Parce qu'en fait, les femmes blanches, alors les femmes cis, nanana, elles sont à une marche du pouvoir, en fait. Il y a ce truc-là que la femme blanche, elle est à une marche du pouvoir et du coup, ce privilège ultime, il semble atteignable, quoi. Et donc il y a ce truc de dire, voilà, empuissancement, empouvoirment, machin, de dire: «Je peux arriver à ce niveau-là». Mais en fait, Et souvent, c'est là c'est la ça. différence. C'est les ressources financières, quoi.
je trouve ça fou parce qu'en fait, enfin et c'est ce truc-là de la femme blanche qui essaye d'être l'égale de l'homme blanc, en conservant le système, en fait, c'est exactement ce qui fait qu'on est dans une société raciste, par exemple. C'est qu'en fait, les femmes blanches, elles ont aucun intérêt à faire tomber les systèmes. Parce qu'en fait, elles profitent largement des systèmes d'oppression. Il y en a juste un qui les enquiquine, c'est le patriarcat. Mais au final, et ça a été montré alors beaucoup, au niveau, de la sociologie américaine, ça a été bien montré, le partenariat, entre les femmes et les hommes blancs et blanches. Il y a ce partenariat-là, il y a une alliance qui se crée sur, notamment les questions de racisme, et en fait, c'est le patriarcat utilise les femmes blanches pour se maintenir aussi. Dans ce côté-là, en fait, vous y êtes presque quoi, les meufs. C'est vraiment une réponse, voilà, qui me parle énormément et ça me fait penser, qu'il y a une des plus grosses influenceuses, qui gère sa boîte en partenariat avec un homme, mais qui est pas visible en fait dans la boîte, hein. Il y a qu'elle en fait qui est visible, enfin c'est la vitrine si tu veux, mais après en off, sa boîte est co-gérée avec un partenaire et ce partenaire, est, lié à des groupuscules d'extrême droite. Donc et il est à fond, voilà, souveraineté, et mais tous les clichés, manger de la barbaque, enfin, tu sais, vraiment l'espèce d'idéologie masculiniste, dans le lifestyle, quoi, tu vois? Genre, bref, le mec tu vois, je pense qu'il met du Fred Perry, avec, voilà, quoi, tu vois? Enfin, le type, c'est a way of life. Racism le racisme, en mode de vie. Et en fait, effectivement, il y a cet idéal féminin hyper patriarcal, absolument pas déconstruit et de dire, voilà: «Va atteindre ta puissance, effectivement, pour aller au même niveau que l'homme» et en fait, il nous manque que ça et merci pour ta réponse, enfin, c'est hyper libérateur pour non, mais ça me permet vraiment de comprendre certaines choses parce que j'étais: «Ah mais qu'est-ce que c'est que cette obsession, en fait?» et oui, c'est, la frustration il y a rien, en fait, qui nous sépare et la seule chose qui nous sépare et on l'entend tout le temps, c'est la liberté financière. C'est de récupérer ces notions de ressources, cette autonomie, finalement, dans nos moyens financiers qui nous a Mmh. été enlevés. Voilà, mais à part ça il y a rien, enfin à part ça, bon après, aussi il y a d'autres choses, mais ça montre aussi ce manque, chronique d'intersectionnalité dans Enfin, moi, j'observe souvent que, une femme blanche, voilà, hein, qui cumule un peu, tous les privilèges, va, plus facilement s'allier avec un homme blanc qu'avec une femme racisée, par exemple. C'est là qu'on voit concrètement ce qui se passe et y a et puis on peut prendre plein d'exemples, quoi, je trouve que la question, par exemple, du ménage, c'est super intéressant. Il y avait je crois que ça avait été évoqué dans un épisode d'un podcast à soi, d'ailleurs. Et puis cette question, elle revient de temps en temps dans le féminisme de dire: «Les femmes qui disent, "J'ai pas besoin d'être féministe parce que, je suis libre, indépendante, blablabli, blablabla"». Pourquoi elles sont libres, indépendantes? Parce qu'il y a des femmes de ménage qui viennent, s'occuper des tâches ménagères chez elles et les femmes de ménage, elles sont quoi? Elles sont racisées la plupart du temps ou en tout cas, elles sont en si elles ont beaucoup moins de privilèges et ça montre bien en fait que, cette idéologie-là du pouvoir finalement, parce que c'est ça en fait, hein. ouais. C'est, le fait d'avoir du pouvoir. Si on reste dans cette idéologie du pouvoir, on reste dans le système et on reste dans l'idée que si tu as du pouvoir, ça veut dire que tu as du pouvoir sur quelqu'un et que ce quelqu'un n'en a pas. Tu peux décharger la tâche finalement, qui t'incombe en tant que femme à une autre femme qui a moins de privilèges et qui est, Mmh. sous toi dans la pyramide. N'empêche que la charge, de la femme reste le même, mais tu peux juste t'offrir Le transfert. de la Ouais. déléguer à quelqu'un d'autre, quoi. C'est toujours pas les hommes qui vont Non. s'en charger. Finalement, c'est toujours les femmes, c'est juste pas toi.
Non, carrément. Et là, on a un problème. Alors, on parlait avant, ouais, l'épisode, qui avant que l'épisode commence, donc très concrètement sur, la notion de visibilité autour des besoins des femmes racisées et beh, il y en a pas en fait, hein, voilà, en gros, ou si peu et Mmh. en plus, ça émerge à peine, mais en France, on a vraiment des trains et des trains de retard là-dessus. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, alors que c'est quand même un pays extrêmement raciste, il y a des choses qui sont déjà en train de bouger, mais en France, bah, on c'est toujours en différé. De toute façon, on est toujours un peu, Mmh. à la ramasse, hein, quand même, derrière, alors qu'on est censé être un pays où on est en avance parce que bababi, bababa. Mais en fait, c'est comme si on était resté dans la réalité, tu sais, de la Seconde Guerre mondiale. On se dit: «Ouais, bah, attends, les noirs, ils peuvent s'asseoir, avec les blancs», je veux dire, on est un pays, génial, on est super évolué. Enfin, je veux dire, nous, Joséphine Baker, elle est venue chez nous, elle a réussi. Je veux dire, quand même, merde! On est resté dans notre réalité de on est un pays évolué. On est un peu dans une réalité passéiste d'un écart finalement avec d'autres pays, alors qu'en fait, on est vraiment on n'est pas bien lotis du tout. Enfin, on n'est pas du tout on n'est plus du tout en avance ou quoi que ce soit. On est complètement, voilà, on est à la ramasse et là-dessus, sur les notions de soins, voilà et de bien-être, je t'ai parlé là de tous ces enjeux de coaching et de ces référents majeurs autour de, oui, en fait, c'est toi qui me disais: «On va utiliser le système, on va le sublimer et on va miroiter à l'ensemble des femmes blanches quand même» et c'est terrible parce qu'on sait aussi qu'il y a des femmes racisées qui sont prises dans la machine, hein, ce qui évidemment, mais à l'ensemble des femmes blanches, le fait qu'on est à ça, on est à rien du tout, Mmh de mh. pouvoir prendre cette autonomie financière et de vivre dans une abondance qui fait qu'on arrivera, en haut de la marche du pouvoir et on va utiliser toutes ces, tropes comme tu dis, pour, voilà miroiter, quelque chose. Mais, on voit que c'est aussi dans une notion de soins et de médecine, enfin voilà, de manière extrêmement concrète où ces disparités, elles vont aussi apparaître. Toi, qu'est-ce que tu as à dire, là-dessus, quand je te disais de donner des outils? Alors, il y Mmh. a le bien-être, Ouais. donc type, voilà, soins, je dis superflu, mais juste, bien-être quoi, se sentir bien dans son corps et après il y a le soin, voilà, médecine thérapeutique vraiment, concret. Alors après il y a encore une fois, il y a 1 000 000 de services dans chaque, catégorie, donc c'est quand même super, super complexe. Comment est-ce que, pour toi, tu disais, il faut se positionner, parler de sa réalité, son expérience. Il y a pour toi, c'est la solution, mais après Mmh. quand on est blanc, qu'on est, bah, privilégié, n'en déplaise, heu, pour toi déjà reconnaître ce statut-là, c'est Mmh. déjà un pont, c'est déjà tu vois? Une perche, j'ai envie de dire. C'est déjà quelque chose. Ah i En fait, c'est la base, quoi. Parce qu'on peut rien faire si on part pas de là. On est Donc Ça veut dire qu'on dit officiellement: «Bah, en fait, je t'écoute dans oui. ton expérience». On C'est le minimum déjà syndical et de reconnaître notre statut, c'est, mettre déjà un red flag en disant: «Voilà, je suis capable de t'écouter». Bah, c'est ça, en fait, on peut pas écouter les autres, si on sait pas d'où on les écoute aussi. Je dis beaucoup: «Il faut dire d'où on parle», mais ça nous permet aussi de savoir d'où on écoute et je pense que ce qu'il y a à faire, en fait, à mettre en place pour, les personnes qui accompagnent, qui sont blanches, par exemple, c'est bon, déjà, faites le point sur où vous en êtes en termes de privilèges. Acceptez que vous avez des privilèges. C'est OK, en fait, c'est pas un gros mot, c'est pas, en fait, c'est comme ça. Après, je pense qu'il y a un gros travail, de formation et d'éducation à faire sur ces questions parce que, on peut pas non plus demander aux personnes minorisées d'éduquer les personnes qui sont en position de pouvoir. C'est une charge trop importante, c'est pas juste et dans la relation de soins, c'est terrible parce qu'en fait, la personne, elle est là pour être accompagnée, pas pour, renverser le truc. Donc il y a en fait, c'est 2 choses qui cohabitent pour moi, qui sont très importantes, quelles que soient les questions de minorisation. C'est d'un côté, tu as un thérapeute qui fait le job, qui se forme,
qui sait, du coup, c'est quoi le vécu des personnes qu'il va accompagner, c'est quoi les enjeux spécifiques, voilà, c'est quoi, de quoi on parle en fait. Pour pas avoir à lui demander de l'éduquer. Je prends l'exemple de la transidentité, tu vois? Je veux dire, c'est pas possible d'avoir des thérapeutes qui savent pas ce que c'est que la transidentité, qui savent pas qui vont aller demander, par exemple, à une personne trans, si elle prend des hormones ou pas, si elle a été opérée ou pas, quelle opération, machin, qui connaît pas qui connaît pas, quoi, tu vois? Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est des trucs, c'est technique, faut connaître. Et ensuite, il y a aussi le truc d'écoute. C'est que, heu, nous, notre job en tant qu'accompagnante, c'est de savoir quelles sont les réalités de groupes minorisés. Mais après, ce qu'on va développer dans la relation, c'est, quel est le vécu spécifique de la personne. Ça, il y a que la personne qui peut nous le dire et il faut avoir, les oreilles grandes ouvertes pour, pouvoir l'entendre et le recueillir et le fait que nous, on ait fait un travail d'éducation préalable pour savoir un peu ce qui touche le groupe minorisé de cette personne, ça permet de faire des ponts, ça permet de faire des liens et c'est ça aussi le travail systémique. Parce que ce qui est terrible quand on est dans des postures de minorisation, c'est qu'il y a une très grande solitude. Il y a une énorme solitude dans ce qu'on peut vivre, alors qu'en fait, c'est un vécu qui est collectif. Et il y a un pouvoir là, pour le coup, le pouvoir, thérapeutique, il naît aussi du fait de remettre du collectif, de remettre du systémique. Que les gens puissent sentir qu'en fait, ils sont pas du tout seuls. Ils sont tout sauf seuls. Et on a vraiment un rôle à jouer et voilà, qu'on soit blanc ou pas, on peut le faire ça. On peut le faire, mais par contre, il faut dire d'où on parle. Parce que sinon, ce qui se passe dans une relation d'aide, c'est que, le système va se rejouer. Si on le regarde pas Si on le regarde pas, on a un angle mort et le système se rejoue et du coup, si je suis une personne blanche et que j'accompagne, par exemple, une personne racisée, il va y avoir des relations de domination qui vont se mettre en place, sans qu'on le veuille. Même si je suis super, machin, ouvert, blablabli, blabla, pas raciste, ça va se remettre en place parce qu'il y a des vécus traumatiques et les traumas, ils sont à la fois du côté des personnes, minorisées, mais aussi les personnes qui dominent et ça, c'est quelque chose que Selma Sardouk, avec qui je travaille, développe beaucoup. C'est que même même les personnes qui sont en position de domination sont traumatisées par les questions de trauma systémique et social. Tout le monde est traumatisé, en fait, pas de la même manière et du coup, ça veut dire que ce qui est terrible, c'est qu'il y a que les personnes minorisées qui font le job de travailler là-dessus parce que, bah, du coup, on le sent très fort et on le subit et du coup, on essaye de travailler dessus. Mais en fait, on peut pas avancer sur, ces problématiques, d'oppression systémique parce que les oppressions systémiques, elles sont collectives et que tant que les personnes qui sont en posture de domination ne travaillent pas sur leur trauma lié à cette posture de domination aussi, en fait, on peut pas, déconstruire le système parce qu'on a besoin de le faire collectivement et c'est ce qui se passe quand on dit privilège blanc et que tu as des gens qui sautent au plafond. En fait, on peut pas avancer si quand on dit privilège blanc, les gens sautent au plafond. C'est, la dernière fois enfin, quand on en avait parlé en amont, heu, pour une bonne métaphore, pour expliquer aussi, pour un petit peu parce que tu sais, tu prends un point de vue très, très large à l'échelle d'une société et c'est bien des fois de Mmh. rezoomer pour permettre, encore une fois, de comprendre des concepts qui peuvent paraître un peu, complexes quand c'est la première fois qu'on ouais, voilà, qu'on s'y confronte ou quoi. Mais de, parler par exemple du système familial, tout simplement. Quand chose qui est très chère à mon cœur, tu vois? De minorité, Mmh. les enfants abusés, les gros traumas, c'est des vrais handicaps en fait, dans une vie et qui sont aussi, enfin voilà, c'est des choses qui sont en train d'émerger, mais c'est aussi, assez ainsi invisibilisé que dans les voilà, ce que ça peut, avoir comme conséquence. Mais dans l'échelle d'une famille, quand on a vécu, des abus répétés par une figure d'autorité, heu, ensuite on va pouvoir aller en thérapie, on va pouvoir faire le job, on va pouvoir même réussir à construire des choses positives dans notre vie et pas rentrer dans le même cycle de destruction, savoir se défaire en fait quelque part du même système dans notre propre vie, essayer en tout cas
mais ça, c'est compliqué parce que là, c'est quand même Mmh. l'échelle familiale, mais tant que la figure d'autorité travaillera pas sur elle, à chaque fois qu'on sera confronté à elle, on va retomber, même si on a fait tout le job, on va quand même se faire appuyer sur les points de douleur continuellement. Sauf si on mais Mmh. l'avantage dans ces circonstances-là, c'est qu'on peut couper les ponts avec la figure d'autorité et voilà. Chose que ce qui c'est pas le cas dans la systémie, et la société. Là, on est quoi qu'il arrive, dès Mmh. qu'on sort de chez nous, on est sauf si on reste enfermé chez nous, mais je veux dire même, enfin la culture, tout, enfin on peut pas. Donc on est constamment appuyé. Ouais et le système, pour le coup, même si, admettons, tu fais une thérapie, que tu nettoies tout ça et puis que quand tu retournes dans ta famille, même si tu en es à un point où ça appuie plus, ça appuie plus sur toi, admettons. En fait, le système famille n'aura pas changé. Non, il est toujours le même, ça c'est clair. Il reste le même. Ouais, mais du coup, tu es obligé d'être affecté. Heu, Tu pourras pas être, là, oui, enfin, si tu as toujours les mêmes comportements, les mêmes mots, tu restes pas quand même, la blessure, elle est cicatrisée, Mmh. elle OK, peut-être que, voilà, elle est soignée, elle est plus purulente, mais je veux dire, elle est quand même là, elle est vivable, mais elle est quand même là, donc si on t'envoie des jets d'acide, Ouais. systématiquement, Puis toi, tu peux être bien stable, enfin, tu vois, ouais, tu peux être vraiment à un bon endroit, mais en fait, la relation, elle, ouais, ça montre notre interconnexion et le fait voilà. qu'on existe, qu'on coexiste, voilà, continuellement ensemble et que c'est pas le problème, bah, voilà, de chacun, Mmh. c'est le problème de tous De tout le monde. et et aussi, enfin, ça rend pour l'oppresseur, la posture d'autorité, la personne, abusive, que ce soit dans une échelle familiale ou même, au niveau systémique, ça reste une situation, bah, douloureuse en fait, invivable, difficile, traumatique comme tu Mmh. disais et en fait, mais on peut pas vivre comme ça. Enfin, c'est trop difficile. Alors après, c'est plus difficile pour la personne qui a abusé, mais ça reste quand même une situation de heu, voilà, objectivement pour tout le monde. C'est ça. Enfin, voilà et c'est ça, ouais, qu'il faut absolument, reconnaître. Donc là, au niveau de tous ces enjeux de soins et de bien-être, il y a des, enjeux très, très concrets qu'on sait, hein, depuis déjà un moment. C'est qu'il y a 5 fois plus de femmes qui meurent en couches, donc une femme, sur 2 500 que, vis-à-vis des femmes blanches où il y en a 5 fois moins. Mmh. Hem, pour ça, on voit aussi qu'il y a les besoins qui sont complètement invisibilisés autour de, de la femme noire, donc ne serait-ce enfin, que sur plein de détails, genre juste, là, on parle même de soins médecine, mais aussi de soins bien-être, que ce soit pour les peaux noires, en dermato, 0 travail sur les peaux noires, donc en termes médicinal. Enfin là, comme tu disais, ça Mmh. commence à peine. Après juste en termes de bien-être, en termes de soins, il y a pas de produits pour les peaux, noires. Là, il y a eu, bah, Rihanna qui a fait Mmh. une ligne qui disait, «Je prends en compte, voilà, toutes les gammes», elle a révolutionné l'industrie de la beauté, mais c'est archi récent, ça date d'il y a quoi, 4 ans, je sais pas? Ouais, Enfin, mais c'est c'est catastrophique, enfin, une personne racisée qui va dans un Sephora, mais je te dis pas, quoi. Je te dis bah, pas, maintenant enfin, tu vois? Enfin, je veux dire, moi, je Mar me souviens d'aller dans des Sephora et de trouver, soit des trucs où, tu ressors, blanche, soit des trucs où tu ressors, vraiment noire, quoi. Mais alors, les nuances déjà et après il y a eu une petite évolution avec des nuances, mais des nuances de foncé. En fait, là, avec ce qu'elle propose Rihanna, c'est aussi, de prendre en compte des teintes de peau parce qu'en fait, c'est pas juste tu es plus foncé. C'est comme, les personnes grosses, c'est pas juste tu es plus gros. Que tu enfin voilà, quand tu es plus gros, mais tu tes masses sont réparties, de manière différente et tout. Tu es plus foncé, mais tu peux être plus foncé, avec des sous-teintes, enfin, et en fait, c'est fou qu'on s'en rende compte maintenant, quoi. Oui, mais ça montre vraiment l'invisibilisation Mmh. totale. C'est pas un besoin, en fait, ça n'existe pas. Pareil pour les cheveux texturés, Mmh. produits, Mais sous Rokhaya Diallo s'était fait allumer, il y a quelques années, il y a peu de temps,
parce qu'elle avait parlé des pansements sur Twitter en disant il y a que des pansements beiges. Il y a que des pansements beiges, donc en fait, t'es blanc, tu te coupes, tu mets un pansement, ça se voit pas trop. T'es noir, tu te coupes, c'est ridicule, quoi. C'est affreux. Ça me fait penser ouais, aux illustrations de Fœtus noir de Oui. Chidibere Ibe, qui est un étudiant en première année de médecine britannique, qui a fait des dessins de physionomie, voilà, scientifique, avec des modèles de couleur noire, et ça a eu un buzz énorme. Et ça, honnêtement, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je pense. C'est très récent, c'est archi récent, et ça avait fait, mais genre les articles internationaux. On n'avait jamais vécu, lapsus, incroyable. On n'avait jamais vu de fœtus noir représenté. Et donc Ouais. pareil, le corps dans la médecine est toujours représenté de manière blanche. Les recherches scientifiques sont pour les personnes blanches, jamais racisées, et dans toutes les représentations, voilà, c'est chronique. Donc ça, c'est la réalité aussi, juste en termes de soins, de bien-être, et c'est autant médecine, voilà, brut, que Mmh. juste bien-être, soins de peau, et cetera. Comme on disait, on rentre à peine dans la notion de marketing de diversité, quoi, où on voit des femmes, noires apparaître, ou des femmes grosses, donc c'est incroyable, quoi, c'est «Wow Dove, houhou», voilà. Mais à aucun moment, c'est Mmh. des produits qui s'adaptent aux besoins des peaux racisées. C'est juste de la Mmh. représentation. C'est ça, et en fait, on a un problème, c'est que, notamment dans les biais discriminatoires, c'est un problème de machine. C'est-à-dire qu'il y a dans la médecine, on a aussi un problème d'outils qui vont pas détecter les mêmes choses sur les personnes noires, ou qui vont pas marcher aussi bien parce que la personne a la peau noire sur, l'appareillage médical. Donc en fait, c'est grave, quoi. Ah ouais, Là. c'est extrême. Tu m'avais parlé aussi, quand on avait fait, voilà, une discussion préalable, tu m'avais parlé du syndrome méditerranéen. Donc en fait, ça revient aussi, encore une fois, c'est lié à ces enjeux de de femmes, par exemple, voilà, qui meurent plus en couches, de Mmh. femmes racisées, de femmes noires. Et en France, il y a eu une récente étude là de l'INED, où on voit que 3,9 des gens estimaient que les médecins, suite à la connaissance de leurs origines religieuses ou ethniques, étaient moins bien traités, enfin, quand ils avaient été moins écoutés ou moins bien soignés, tout simplement. Mais que globalement, on voyait que ça concernait 3,6% des gens blancs, des blancs, mais que ça montait quand même, ça doublait en fait quand il s'agissait de personnes racisées, en fonction de, voilà, de l'Afrique subsaharienne ou du Nord, ça monte de 6 à 7. Mmh. Donc on voit que c'est quand même radicalement différent quand on voit les communautés quand même racisées, qui sont, bah, voilà, très, 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 enfin, invisibilisés dans leurs besoins. Et ça se lie au fait que, bah, comme tu me l'avais expliqué, je vais te laisser en parler. C'est les résidus du colonialisme et des ressentis des personnes racisées. Mmh. Bah, sur, le syndrome méditerranéen, c'est un exemple qui est très intéressant. J'invite les auditoristes à aller taper, Fatoumata Bondi Blog, dans une barre de recherche. C'est une personne qui a fait un témoignage, alors faut bien accrocher son cœur avant d'aller, regarder ça, mais qui a fait un super témoignage d'une fausse couche tardive à l'hôpital. C'est une femme noire, voilée, et voilà, en fait, c'est éloquent de ce que c'est que le syndrome méditerranéen. Et le syndrome méditerranéen, c'est quelque chose qui est complètement informel, mais qui continue d'être, transmis, dans les écoles de médecine, ça continue d'infuser, en fait, le secteur médical de cette manière-là, alors que ça n'a rien de scientifique. C'est l'idée que les personnes racisées, exagèrent en termes de douleur.
et que du coup, voilà, faut pas les écouter, Queen pour un rien. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a une prise en charge de la douleur chez les personnes racisées. Alors avec en France, quelque chose de très, très marqué sur, les personnes d'Afrique du Nord et les personnes noires, par rapport à notre héritage colonial, je pense, où on va minimiser la douleur. On va dire: «Oui, bon, ces personnes-là, elles exagèrent» et du coup, le fait de minimiser la douleur, ça a un impact très concret. Ça veut dire que, bah, on va avoir une mauvaise prise en charge de la douleur, chez les personnes racisées qui vont souffrir davantage. Mais aussi, ça peut aller jusqu'à la mort, parce qu'on va pas se rendre compte et ça, c'est en plus concomitant avec un autre phénomène qui est que, par exemple, moi je prends souvent, l'exemple des femmes noires où il y a une internalisation, une intériorisation d'un stéréotype qui serait que les femmes noires ne ressentent pas la douleur, donc résistent à la douleur et donc dans notre construction, psychosociale, en fait, il y a ce truc de dire: «Bah, non, on tient le coup, on est forte, ça va bien se passer» et du coup, on a moins tendance à exprimer, notre douleur. Donc en fait, on se retrouve dans un contexte qui est terrible, où on a des personnes racisées qui, ont une gestion de la douleur qui est incroyable et qui vont manifester, la douleur, enfin vraiment, quand on est à bout quoi et des soignants, soignantes qui vont, considérer que les personnes exagèrent. Donc le gap se creuse de manière, catastrophique et c'est pour ça qu'on entend, bah, on entend des drames quoi, comme cette, il y avait eu cette histoire de cette personne, qui avait appelé le SAMU parce qu'elle avait pris du Doliprane et puis qui finalement est morte. Des choses terribles, quoi. Des choses terribles et je veux dire, C'est vrai. et moi dans mon expérience perso, je l'ai Et vécu, quoi et en fait, c'est grave parce qu'en fait, on a cette idée du syndrome méditerranéen qui circule de partout, alors qu'en fait, pour le coup, s'il y avait un truc qui devait circuler, c'est l'inverse, quoi et ça, c'est un héritage, de l'esclavage et un autre exemple que je donne régulièrement, c'est la question des bases de la gynécologie moderne. Donc un des pères fondateurs de la gynécologie moderne, états-unien, c'est un homme qui s'appelle James Marion Sims, qui, a développé tout un tas de savoirs, sur, à la fois l'anatomie et la les pathologies, gynéco, en, faisant des tests sur, des femmes noires esclaves, sans anesthésie. Parce qu'à l'époque, il y avait cette idée que les noirs, en général et les femmes, noires en particulier, ne ressentaient pas la douleur, donc pas besoin d'anesthésie et là, on se rend compte que waouh, en fait, voilà, on se rend compte que d'un côté de l'échelle du temps, il y a les femmes esclaves ne ressentent pas la douleur, donc on va tester des trucs sur elles et aujourd'hui, on a, une femme, noire qui est en train de faire une fausse couche et qu'on prend pas en charge parce que, elle exagère, tu vois? Et en fait, c'est important qu'on fasse ces connexions-là parce que si on se rend pas compte d'où viennent nos savoirs, si on se rend pas compte de comment sont construits nos modes de pensée, on a des angles morts incroyables et on a des non seulement des angles morts, mais aussi des mauvaises conceptions, des conceptions à l'envers qui font qu'on va mettre en danger beaucoup de monde finalement. C'est aussi pour ça que je dis personnes minorisées et pas minorités parce qu'en fait, les personnes minorisées, au final ça elles constituent une majorité. Et on les prend pas en charge. Oui et on le voit enfin dans cette invisibilisation des besoins en fait, c'est largement enfin prioritaire, enfin à aucun moment oui c'est une vue de l'esprit, c'est une vue du prisme blanc qui ne voit le monde que de manière, voilà, Mmh. blanc, enfin, c'est là où aussi, il y a un rejet. J'ai vu ça dans le côté, en France, il y a un problème, je vais sûrement mal l'exprimer, mais il y a un problème au niveau des statistiques, des études statistiques parce qu'en France, il y a ce rejet de,
faire des statistiques ethniques. Mmh. Alors après, on peut comprendre et cetera pourquoi, mais il y a au mais ça montre aussi, bah, en comme d'habitude, ça montre aussi un autre problème, c'est qu'on vient invisibiliser la réalité aussi et que sous prétexte d'avoir peur de certaines dérives, ce qui est compréhensible, on peut aussi, voilà, Mmh. heu, emmener sur une voie, qui est hyper glissante également et que, heu, ça correspond à ce que tu disais, la notion de soins des personnes noires, c'est considéré comme niche. Ouais. C'est considéré, comme communautaire aussi. Donc attention, si on met en avant que c'est pour les personnes noires ou racisées ou voilà, qui appartiennent, tu vois, bah, comme tu dis, qui sont minorisées, d'une certaine manière, ça va froisser. Ça va parler, de quelque chose de problématique du point de vue de l'expérience blanche, quoi. Mmh. C'est comme si, en fait, on était raciste. Enfin, c'est vraiment le truc le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dis que, les personnes, racisées ont des besoins spécifiques, finalement, on va te dire: «C'est toi qui es raciste, quoi». Parce qu'en fait, non, on est tous pareils. Bah, non, on n'est pas tous pareils, je suis désolée. On n'est pas tous pareils parce qu'on évolue dans une société qui est construite depuis des Oui, mais là, c'est là où il y a une hypocrisie pure parce qu'on dit: «On est tous pareils», mais on est tous pareils, on homogénéise tout sous le prisme des blancs. Donc en fait, c'est là où c'est, une hypocrisie folle et c'est comme on revient à ce qu'on disait au début, c'est la notion de neutralité totale. C'est-à-dire, voilà, l'expérience humaine, elle est blanche et basta cosy. Dès que tu commences à dire qu'elle est autre, c'est dangereux, c'est problématique, ça nous met en danger surtout. Attention, il y a des groupuscules qui se ouais. forment. Heu, il y a des communautés qui vont essayer de nous bouffer bah, voilà, notre territoire culturel, territoire tout court, c'est là où on parle de grands remplacements et si alors qu'en fait, c'est Non, mais c'est un renversement total vis-à-vis de ce qui se passe. et oui, c'est ce qu'on voit dans l'appropriation culturelle. Ouais. Elle est de quel côté l'appropriation culturelle? C'est intéressant de te dire: «Ouais, grand remplacement», heu, qui va qui va s'approprier la culture de l'autre, quoi? Là, on est vraiment dans cette dynamique en ce moment où je trouve que c'est très fort dans les pratiques, bien-être, spirit qui sont proposées, quoi. C'est full appropriation culturelle et C'est un scandale. et avec ce truc de, oui, le partage des cultures et ce truc de l'universalité. Donc en gros, c'est une pratique, humaine, donc ça appartient à tout le monde. Mais récemment, comme je te le disais, la Pangée, c'est-à-dire, Hein. il y a 240 millions d'années, les territoires n'étaient qu'un seul continent, donc nous sommes tous hommes, ensemble, et ce qui m'appartient m'appartient, voilà. Alors qu'il y a 240 millions d'années, je veux dire, les êtres humains n'étaient pas là du tout. Mais ça montre en fait, l'idéologie, coloniale justifiée dans une dimension. Alors là, c'est quand même méga tiré par les cheveux, donc franchement, je sais pas exactement par où ça passe parce que j'ai un niveau là d'empathie qui commence à voilà, à saturer. Il y a des endroits où c'est un peu difficile pour moi de comprendre et ce qui vient justifier ce type de réflexion. Mais oui, ça montre un état d'esprit autour de, hem, ton expérience, ça restera toujours la mienne Ouais. en fait, qui prévaut et je suis, habilitée de fait, je m'octroie le droit de, prendre, ce qui t'appartient, ta culture, enfin voilà, ton corps aussi accessoirement, parce que c'est le principe du colonialisme. C'est prendre le corps, comme main-d'œuvre ou prendre la culture comme outil, et cetera et en faire, en faire ce que je veux pour mes propres bénéfices. Et c'est la même chose, tu vois, l'histoire de Pangée là, c'est la même chose, moi, enfin, dès que je parle de chamanisme et que j'ai un peu un point de vue critique là-dessus, on va me dire: «Oui, mais les vies antérieures». Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une justification. On va me dire: «Oui, mais moi, dans une vie antérieure, j'ai été indien d'Amérique, nanani». Alors déjà, on n'est pas indien d'Amérique, pas grave, mais bah, je comprends pas, en fait. Faut m'expliquer parce que, admettons
Admettons, t'es chaman maintenant, tu fais la cérémonie du cacao et compagnie, j'en sais rien quoi. Tu me dis oui, dans une vie antérieure, blablabla. Mais à quel moment, en fait, du coup, si dans une vie antérieure, tu eu cette identité qui a été, réprimée vraiment pour le coup, enfin, je veux dire, ça veut dire que t'as appartenu à un peuple qui a été massacré pour ses pratiques. À quel moment t'es tranquille aujourd'hui d'utiliser ça sans parler de cette dimension, politique, sans, revendiquer quelque chose, sans rendre quelque chose à une communauté et tout? C'est pas logique. Ça ne fonctionne pas, en fait. Et c'est tout ça, c'est des espèces de vieilles justifications pour, quand même, pas regarder là où ça fait mal. Et en même temps, je te le disais, je comprends, la dynamique d'appropriation culturelle, je la comprends parce que je pense qu'elle part enfin, pour les personnes qui suivent, hein, pas pour les personnes qui font du gros biz dessus, hein, parce que l'appropriation culturelle, il y a aussi la notion de profit. Mais voilà, je veux dire, je jette pas la pierre à quelqu'un qui va aller acheter, heu, un bâton de sauge blanche, tu vois, pour, purifier sa maison. Parce qu'en fait, cette personne-là, il y a une sincérité dans une envie d'ancestralité, de retour à quelque chose, de plus organique ou voilà. Je le comprends. Mais en fait, c'est aussi parce que, il faut aussi que, les personnes blanches intègrent le fait qu'elles ont eu une perte d'ancestralité avec la question de la modernité et la question de la modernité a été utilisée pour justifier la colonisation et l'esclavage. Tout ça, c'est la boucle est bouclée et du coup, on se retrouve maintenant dans un truc qui est insensé où, en tant que personne blanche, bah, on n'a plus vraiment accès à notre ancestralité, où c'est un peu difficile. Et moi, je le dis parce que, bah, j'ai une partie de ma famille qui est blanche, donc je suis un peu aussi dans ce truc d'entre-deux. Et je le constate en fait que, il y a eu une perte à un moment donné et si on le conscientise pas et qu'on met pas le doigt dessus, au lieu d'aller rechercher notre héritage, culturel et spirituel par exemple, bah, on va aller le prendre ailleurs. Mais ça a pas vraiment de sens. J'ai l'impression là que, enfin, en regardant, ce qui se passe, sur les réseaux, il y a une espèce de c'est un peu comme si, les, accompagnants et accompagnantes blanches, essayaient d'honorer, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, essayer de faire un mix, une fusion, un medley, voilà, un medley, alors vraiment dissonant, hein. Ouh là, tu sais les sons genre: c'est un peu faux là, tu crois pas?» Mais il faudrait en faire j'aimerais bien voir ce que ça donne, un medley, voilà, un peu flingué, du meilleur, du pire, voilà, de l'hypercapitalisme, de la consommation, d'un patriarcat blanc et cetera et de rester quand même, comme ce qu'on disait, dans cette systémie-là et de la valoriser et en même temps d'aller chercher l'extrême Mmh. inverse et d'en faire, voilà, voilà, d'aller, prendre, voilà, des cultures qui ne leur appartiennent pas, mais qui sont vraiment centrées sur une vision très animiste du monde, sur, une volonté, voilà, de reconnexion organique et durable à la nature. C'est même pas une volonté, c'est juste un état d'esprit, un état, de société, voilà et en fait, qui sont totalement contre culture, enfin contre leur culture, mais qui vont aller prendre ça et en faire un espèce de voilà, un espèce de medley, un espèce de mix et ça crée une dissonance, mais totale et le pire, c'est qu'il y a encore cette notion, de d'aller cumuler. Donc ça veut dire que tu vas pas aller t'imprégner d'un seul, mouvement, spirituel et culturel voilà, hors de ta culture, tu vas en prendre 15 Mmh. quoi, donc Mmh. c'est là où en plus ça se complexifie. C'est des personnes qui vont faire les temples de sudation, le cacao sacré, le kundalini dans la même journée avec, à la fin, tu Mmh. vois? Enfin et tu es là, mais waouh quoi, enfin, que se passe-t-il? Enfin moi ça me brutalise, enfin je te
En fait, c'est juste c'est pas possible de faire tout ça. Et on en arrive aujourd'hui Mais c'est à, Gwyneth Paltrow qui a inventé le yoga, quoi. Tu vois? Ouais, Goop, bah, c'est la quintessence de ça, Toi, tu te quoi. dis: «Mais, C'est what?» quoi, enfin, et là-dessus, moi, j'aime beaucoup le contenu de Pulane Devi sur Insta, tu vois? Sur la question d'appropriation culturelle et de yoga, et tu te dis, enfin, là, on est quand même, enfin, on en est arrivé à un stade, moi, j'adore, hein, je fais je pratique et tout, mais on en est arrivé à un stade où genre, c'est comme si on avait toujours pratiqué le yoga, quoi. Tu vois? Je veux dire, c'est normal, de se dire namasté et tout, enfin, on est à pour le coup, le remplacement, tu vois? C'est intéressant, quoi. On est, tu vois? On en est à ouais, ouais, vraiment ouais, carrément. je trouve que sur le yoga, c'est vachement marqué parce que, je veux dire, Flagrant. enfin, où est-ce qu'en Mmh. France, aujourd'hui, tu trouves pas un cours de yoga? Tu vois? Il y a partout des cours de yoga. Bah, partout. Tu Partout, dis puis France, alors avec, le yoga avec les petits chatons, le yoga, avec, les chèvres, le yoga enfin, tu vois? Tu te dis: «Mais, ça part en sucette». Moi, j'ai un problème avec le yoga du non, visage il y a un aussi, tu business, vois? Par rapport à l'appellation. Bon, ouais, mais c'est toujours performance, pour performer, pour la ouais. Les minceur, vidéos YouTube de, oui, oui, yoga, pour, pour me les abdos, yoga pour, machin, retrouver une silhouette je sais pas quoi, enfin, et en fait, c'est ça le problème. Parce que quand on parle d'appropriation culturelle, souvent pareil, hein, ça crée les mêmes réactions que quand on parle de privilège blanc. Ça énerve beaucoup, hein, ça énerve, bah oui, en fait, est-ce que c'est évidemment. pas corrélé? Enfin, c'est totalement corrélé. C'est Enfin, ah oui, une ça n'existe parce pas, que, il y a pas d'appropriation culturelle, parce que les cultures appartiennent à tout le monde, machin. C'est tout ça, on en revient au même, au même fonctionnement de pensée. ouais, mais après, enfin, cette conversation, en fait, on peut l'amener super loin avec les Kardashians, qui, voilà, reprennent tous les codes culturels. Enfin, je veux dire que ça dépasse largement ma enfin, c'est une systémie, en fait, à part entière. C'est c'est une systémie dans les systèmes. Enfin, on est en train de on n'est pas sorti de l'aubergine, franchement. Mais on le voit pas. Enfin, c'est ça qui est terrible. C'est Mmh. que la grande majorité des gens le voient pas et tout de suite on crie: «Ah c'est bon, hein, vous commencez à nous prendre la tête là, enfin on est dans une réalité qui fonctionne, voilà, on va pas non plus, tout, détricoter. Enfin, comment est-ce qu'on va s'en sortir, si on commence à» c'est le principe de, ouais, de déconstruction et de reconstruction et après on peut le faire chacune à notre échelle et toi, vis-à-vis de ces enjeux d'appropriation culturelle et de comment est-ce que, par exemple, on va utiliser, des pratiques rituelles ou ancestrales qui ne nous à laquelle on n'a pas forcément avec laquelle on n'a pas de lien, en fait, culturel, au départ, ou ethnique. Hem, comment est-ce que, comment est-ce qu'on s'arrange avec ça? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Bah, tu vois, enfin, c'est compliqué, hein. Je dis pas que c'est simple, hein. Mais, je dis pas que c'est simple, mais je dis qu'il faut qu'on y réfléchisse, en fait, et qu'on y réfléchisse aussi collectivement. Moi, ce que je trouve gênant dans, le fait d'aller pratiquer, d'aller faire un rituel, qui appartient à une culture qui n'est pas la nôtre, c'est que, pour moi, on va extraire un tout petit élément d'une culture pour, le faire. Mais pour moi, heu, ces rituels, ces pratiques ancestrales et tout, elles n'ont de sens aussi que dans une globalité, en fait. Ça veut dire qu'on prend des trucs, on les met hors contexte et puis, voilà. Mmh, heu, enfin moi je pour moi, c'est la même chose que les huiles essentielles, par exemple. Une huile essentielle, on va prendre l'essence d'une plante parce qu'on a tous les principes actifs et tout. Mais ça veut dire que, c'est pour ça qu'on a des précautions d'emploi avec les huiles essentielles, parce que dans la plante, l'essence, elle a un contexte, il y a des fibres, il y a d'autres molécules qui font que, cette essence, elle est pas agressive pour la plante. Quand on l'extrait de la plante, bah, elle devient agressive parce qu'il y a plus le contexte. On sait plus de quoi on parle, dans quel contexte on parle, et du coup,
Le travail aussi thérapeutique avec les huiles essentielles, à mon sens, c'est de recréer un contexte pour que ça aille bien. Mais là, c'est pareil. On va prendre un rituel, on va faire, je sais pas, un rituel rebozo, j'en sais rien, enfin toutes les choses dont on entend Comment? parler et on le déconnecte de son contexte culturel. Quel est le sens, en fait? Parce que en plus, sur des aspects rituels où c'est vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment la question du sens qui va créer le soin. Et du coup, quel est le sens de purifier sa maison au Palo Santo, tu vois? C'est ça, en fait, qui me pose problème. Plus associé à ça, la question du profit, parce que dans la question de l'appropriation culturelle, ce qui est central, c'est le profit. C'est de dire, en fait, on va prendre quelque chose d'une culture minorisée, parce qu'il faut pas commencer à me dire, parce que souvent, on nous renverse, l'argument de dire, «Oui, mais les personnes minorisées, elles vont faire la même chose, nanani». Non, c'est pas du tout le même processus. Quand on parle d'appropriation culturelle, on parle d'une culture minorisée qui est, appropriée par quelqu'un qui appartient à la culture dominante et qui va en tirer profit. C'est-à-dire que cette personne, elle va faire de l'argent avec ça ou elle va gagner du crédit social avec ça parce qu'elle va tout de suite apparaître comme super ouverte d'esprit, par exemple, super machin. Alors que si c'est, une personne de la culture d'origine qui fait ça, Il y a un terme qui m'avait vraiment frappé il y a 3-4 ans, sur Insta. C'est des personnes qui, se revendiquent comme gardiennes du sacré, tu vois? mmh, En fait, dans ces enjeux, bah, de picorage, ce qui est un terme qui est utilisé dans l'économie, en fait, de picorer, voilà, c'est le principe, ouais, d'optimisation financière, tout simplement. C'est quelque chose qui est, voilà, très new age, sachant que le new age, c'est une spiritualité capitalisée et on va prendre des ersatz de petites choses, qui sont les plus stimulantes, comme tu dis. Je pense que les enjeux de l'huile essentielle, c'est génial parce qu'on va prendre la chose qui, voilà, qui donne le peps, quoi. Qui a aussi un grand pouvoir finalement, qui a une grande empreinte, un grand impact, mais quand on le, désolidarise de son contexte et comme tu disais de sa culture et même du style de vie, parce que c'est aussi ça, il y a tout un écosystème quoi qui cohabite avec ce point clé. Qu'est-ce que ça fait? Et ben ça peut être aussi, comme les huiles essentielles, agressif, ça peut être aussi violent et ça peut, encore une fois, créer un déracinement ou des problématiques, psychologiques, émotionnelles. Parce que, bah, les tempes de sudation, par exemple, typiquement, c'est quelque chose de méga puissant, enfin voilà et ça correspond pas forcément à notre héritage, physique, génétique, culturel, émotionnel, enfin, je veux dire ça existe dans une certaine culture et dans un certain contexte, comme tu disais, pour une raison. Ça vient répondre à un mmh, besoin spécifique qui appartient à une certaine, catégorie de la population, de personnes ou de culture. Donc en fait, quand tu prends des expériences comme ça et c'est vraiment ça le picorage, c'est qu'ils vont chercher vraiment cette notion d'exotisation maximum, d'expérience aussi plus et ce côté très sensationnel en fait. mmh, Faut que ce soit, percutant. Faut pas que ce soit mmh, cet engagement au quotidien et tu vois, ces petites choses qui font mmh. faut que ce soit, bah, ouais, un show quoi, enfin Bah, c'est ça et tu vois, je trouve que le yoga, c'est un bon exemple pour ça. Moi, je suis pas suffisamment spécialiste pour en parler dans le détail, mais en fait, nous, on dit yoga et on pense, la pratique des asanas, on pense posture et il y a un côté très performatif en plus dans les postures parce que la posture, elle doit ressembler à ça, machin et tout. Alors qu'en fait, tu plusieurs options, mais nous, quand on entend option, on veut faire le maximum. aussi. Hem, on entend à quoi ça ressemble et pas qu'est-ce qu'on sent dans notre corps quand on le fait et en plus, le yoga, c'est pas juste la pratique des asanas, en fait, c'est une philosophie de vie. Voilà, c'est ça. Comme Nous, on va décider de faire juste, des postures, quoi. oui, il y a normalement, il y a tout un voilà, ben, le mot horrible, le lifestyle, le mot bien blanc, tu sais? Bah, c'est holistique normalement Oui, le mais yoga, tu vois? toutes les Que pratiques, ouais, spirituelles, sont holistiques. Heu, mais oui, mais et tu vois, j'ai fait un épisode avec,
Bertie de Papier Chiffon sur, la question notamment de la médecine traditionnelle chinoise, tu vois? C'est intéressant parce que, nous, on va pratiquer enfin, la pratique qu'on propose de médecine traditionnelle chinoise, c'est une pratique, assez occidentalisée au final, où on va dire, enfin, on va aller de toute façon, je veux dire un occidental va jamais aller, chez un praticien si tout va bien, déjà, donc il va y aller par parce qu'il y Mmh. a un problème. Alors que la médecine traditionnelle chinoise, l'idée, c'est de plutôt, s'entretenir au quotidien pour pas avoir de problème, donc déjà là-dessus, on est sur un petit gap. Et puis, la MTC, en fait, quand tu regardes, ça infuse toute la vie des gens, quoi. C'est que c'est tout est MTC. Manger, c'est MTC, comment tu vas faire les choses, c'est MTC et tout. Alors que si moi, par exemple, je suis accompagnée en médecine traditionnelle chinoise et je trouve ça intéressant, mais c'est un tout petit bout de la lorgnette. Tu vois? Je vais pas aller dans ma vie, penser, médecine traditionnelle chinoise, je vais pas me mettre à cuisiner, chinois, je vais pas tu vois? Et du coup, c'est questionnant sur ce que ça fait et comment ça s'appelle et en fait, c'est pas la même chose, quoi. Non, ça c'est clair. Bah, là tu parles de soins, très, très concrets et qu'est-ce que réellement la pratique et c'est pas juste, oui, l'acupuncture, du, vendredi à 15 heures quoi. C'est beaucoup plus large, c'est Ouais. beaucoup plus vaste que ça et c'est pareil aussi, voilà, dans bah, j'ai envie de dire dans toutes les cultures du Sud. C'est vraiment, un tout le monde a des bases, en fait, en nutrition, enfin, il y a des préceptes, enfin, voilà, il y a un respect culturel autour d'une certaine forme de soins, encore une fois, qui est lié à la culture. Mais en France, on a en France et dans les pays occidentaux, on a totalement perdu ça et on sait pas comment se Mmh. reconnecter à ça et donc c'est là où, on va, aller chercher, bah, des ersatz à droite à gauche, mais en fait, ça me donne vraiment une image de perdition. Il y a une Mmh. sorte de panique, une panique blanche de, «Oh putain, faut qu'on trouve des solutions là parce que ça va pas du tout» et donc, ouais, il y a un Mmh. truc très, manique, tu vois? Genre, c'est un mot anglais, mais ouais, c'est la panique, quoi et donc on dit: «Oh purée, ça a l'air bien. On y va» et c'est ça, mais pour plein de trucs. Donc il y a Mmh. cette accumulation de paniquer de tout un tas, d'éléments, culturels qui s'extraient de notre réalité, qui ne fonctionnent pas en fait, ou de nos référents culturels et on va les chercher ailleurs et on va les cumuler dans l'espoir que, tu sais, de manière un peu essoufflée, quelque chose Mmh. fonctionne et en fait, bah, ça fonctionne pas et ça nous déconnecte, je pense, encore plus de, nos propres, racines, de notre propre ancestralité et aussi, bah, de tout ce besoin de déconstruction qu'on doit faire et on doit y Et regarder. c'est Ça mmh et c'est terrible parce qu'en plus, on est dans une fétichisation et une idéalisation aussi. Parce que comme on picore, que les trucs qu'on trouve cool, mmh, tu vois, il y a ce côté de: «Ouais, ce peuple-là, il fait tel truc, il a telle approche, c'est incroyable par rapport à nous» et tout ça. Mais en fait, on regarde pas tous, les côtés, tous les corollaires qui sont pas cool du tout. Et en fait, on fait comme si, ces pratiques étaient, magiques quoi. Mais, en général, c'est comme pour tout, il y a des revers de médaille, il y a des choses qui dysfonctionnent et c'est juste que c'est d'autres systèmes et je trouve ça un peu horrible, tu vois, d'aller prendre des trucs, pour nous et puis, de les débarrasser en fait de tout leur contexte et de faire comme si, c'était incroyable et tout. Alors je veux dire, tu sais, quand tu parlais d'universalisme, ça me fait penser, bah, voilà, au fait aussi que nous, vu qu'on se considère comme un comment on dit là? Bref, comme on est une neutre, tu sais? Si on pouvait tout mmh, tout supporter aussi, qu'on on pouvait, tout intégrer, tout prendre. On est un canevas, voilà, on est un mmh, canevas blanc et donc ouais, on peut être coloré, on peut se colorer de tout un tas de choses et on peut s'infuser dans tout parce qu'on est neutre, tu vois? mmh, Donc il y a une ouais, logique aussi comme ça et c'est pour ça qu'on va aller donc ensuite, on trouve ça OK, on trouve ça totalement normal d'aller, par exemple, faire de l'ayahuasca, tu vois?
faire des pratiques comme ça chamaniques super puissantes ou tout un tas de pratiques, qui, sont très, très loin de notre culture, sans se dire qu'à aucun moment on a nos propres, problématiques corporelles, physiques, psychologiques, émotionnelles et que certaines pratiques sont peut-être pas du tout, du tout, du tout adaptées à, nos conditionnements sur tous les plans quoi, physique et mental, tu vois? Enfin, parce qu'on est ce canevas neutre. Et après, c'est propre à Mmh. la société. Là, c'est vrai que je parle de la personne blanche, mais honnêtement, ça parle, juste de la culture occidentale, globale, tu vois? Ouais, Enfin, parce qu'évidemment qu'il y a des personnes racisées qui vont faire tu vois, de l'ayahuasca ou qui vont faire bien tout un sûr. tas de trucs et le but, c'est pas de stigmatiser ça, mais c'est à un moment donné, on a un patrimoine physique, émotionnel et psychologique et est-ce que ce patrimoine-là, en tant qu'occidental, il s'adapte vraiment à tout. Enfin, on n'est pas neutre et Mmh. justement de reconnaître cet enjeu de neutralité qui n'est pas, qui n'existe pas, vis-à-vis de la culture blanche en fait, je pense que c'est super important et c'est ça qui crée énormément de problèmes, enfin, aujourd'hui quoi, à bien des niveaux. Oui, parce on part d'une notion de perte, on part d'une question de vide, en fait. Parce que souvent, quand le terme de culture blanche est employé, c'est pour dire qu'il y a pas de culture. Ouais, voilà. C'est comme si, tu vois, effectivement, le fait d'être blanc, c'est le fait de ne pas avoir de culture, mais c'est absurde! Je veux dire, tout le monde a une culture. C'est juste qu'on a la sensation qu'il y a pas de culture blanche et que du coup, par opposition, bah, les autres cultures sont hyper marquées, hyper, voilà. Parce qu'on est aussi dans cette histoire de neutre, parce qu'on est aussi dans cette histoire de déconnexion à notre ancestralité, de personnes blanches et du coup, on vient d'essayer de remplir quelque chose, quoi. Alors que, je pense qu'il y a tellement à faire, en Il y a plein de reconnexion, quoi. choses, c'est incroyable, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de, la neutralité blanche, mais il y a aussi ce côté, aseptisé. Faut que ce soit aseptisé. C'est un peu, bah, Mmh. voilà, les enfants du bruit et de l'odeur, quoi. En fait, ça raconte, ça sent Ouais. quelque chose, il y a c'est sonore tout de suite, ça parle alors Mmh. que enfin, il y a rien qui fait plus de bruit qu'un homme blanc, par exemple. Je veux dire les hommes blancs, ah bah, bah, ah, les motos, bah, bah, bah. Je veux dire, mais tout de suite, il y a ce truc d'aseptisation, ça doit rien sentir, ça et il y a cette volonté de, tu vois, de tout écraser, de tout lisser, de tout blanchiser. Enfin, c'est de la javel. La javel, ça pue, soit dit en passant, mais voilà. On se sent pas, je trouverai jamais la bonne analogie, mais il y a un côté, ouais, très aseptisé et et qui revient, quoi, avec, cette notion de blanchité ou d'idéal, en tout cas et pourtant, Mmh. là, aujourd'hui, ben, on veut ramener du piment dans notre vie, des couleurs, on veut, promouvoir, bah, voilà, des couleurs différentes, mettre en avant, des choses et voilà, quoi et en fait, c'est cette notion de neutralité, elle existe plus du tout, mais elle existe plus du tout dans le mauvais sens. Mais c'est dommage parce que, en fait, moi, j'ai la conviction que ça m'agace quand, je parle d'appropriation culturelle et qu'on me dit: «Oui, dialogue des cultures, échange et blablabli», ça m'agace. Mais en même temps, j'ai la conviction que c'est possible et qu'en fait, enfin, ce serait hyper, puissant, tu vois, d'avoir un vrai dialogue culturel. Mais on ne peut pas avoir de dialogue culturel si on n'apporte pas sa culture, en fait. Tu vois? On nous dit: échange culturel». OK. En fait, tu vas prendre de la culture de l'autre, mais toi, tu apportes quoi sur la table? Tu vois? Il y a un moment donné, il faut que les personnes blanches se reconnectent à leur propre culture, à leur propre ancestralité, à leur propre rite, à leur propre spiritualité, pour pouvoir aller la faire dialoguer avec celle des autres et créer quelque chose de vraiment intéressant. Non, carrément. C'est, ouais, c'est tellement, en fait, quand, tu disais ça, j'essayais d'imaginer, ce que les personnes concernées qui vont sûrement être très énervées par, cet épisode pourraient penser heu et en fait, je me dis: «C'est horrible» parce que les seules choses qu'on peut défendre d'apporter en tant que blanc, c'est, bah, tout ce qui est lié au colonialisme et qui est souvent mis en avant pour Ouais. cette appropriation culturelle. Ben, on vous a amené
voilà, l'industrialisation, Des routes, hein, les hôpitaux, tu vois? Heu, les temps l'école, qui changent, machin. il est quand même là, sinon nous on serait tu vois, on n'aurait pas ça, la mondialisation, tout ça. Alors que non, ça se passe ailleurs en fait, faut que ça dialogue au même endroit. Faut pas que ça dialogue. Oui. Et en plus, sans parler du fait que tout ce qui a été entre guillemets «apporté», voilà, par les blancs, c'est de manière coercive. C'était plutôt comme, Mmh. bah, oui, la colonisation quoi, tout simplement. Juste, Un outil de domination, tu prends le hein, territoire de l'autre, tu t'installes, tu mets tous tes voilà, toutes tes propres, fondations dessus et voilà, voilà. Donc c'est pas tout à fait pareil, c'était pas un échange au départ, donc tu peux pas dire c'est typique, tu sais d'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve aussi de manière interpersonnelle, c'est des gens qui te donnent des trucs et après qui te disent: «Ouais, bah, je Bah t'ai donné alors, ça, j'ai fait ça pour oui, quoi? voilà et maintenant, je peux pas faire ce que je veux, quoi». Bah, en fait, je t'ai jamais demandé quoi que ce soit pour Bah, commencer, rien demandé. donc va pas me dire que je te dois quelque chose. Mmh. Et en fait, il y a vraiment cette dynamique qui est présente. C'est: «Ouais, mais on a fait tout ça, machin, donc nous aussi on a le droit, bah non! Je Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, donc écoute, je pense honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Toi, est-ce que il y aurait des choses que tu aurais envie d'ajouter sur la question? Est-ce qu'il y a des choses qui te restent en tête? On a beaucoup déblayé et moi ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est vraiment ne vous sentez pas agressé quand on parle de privilèges, quand on parle de biais, parce qu'en fait, tout le monde en a, Mmh. déjà. Déjà, allez voir La Roue du pouvoir, qui est un outil qui est, assez complet, bon qui est imparfait, mais qui est assez complet et faites un petit check. Déjà situez-vous, sortez un petit peu de ce truc de neutralité et tout pour venir sentir qu'est-ce qui vous constitue. Parce que c'est aussi important, pour soi, qu'on soit marginalisé ou pas, de se situer, de savoir qui on est quoi, c'est quoi votre identité? Et ensuite faites le job, formez-vous, 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 formez-vous et écoutez, ce que les personnes minorisées ont à dire. C'est ça le dialogue, Juste pour parce qu'on a besoin d'être ouais, en parce dialogue. on a beaucoup dit, minoriser et racisé. Mmh. Alors, juste pour expliquer, vraiment le sens de cette formulation, parce que je sais que ça aussi c'est pas évident. Ça veut dire que, Oui, quand, on racise quelqu'un, c'est qu'on lui attribue une race et donc une différence. Que tu peux l'expliquer peut-être? oui, alors pour moi, c'est important d'utiliser le terme minorisé, racisé, même sexisé aussi, par exemple, on peut Mmh. dire. Parce qu'on va remettre le curseur sur le fait que, par exemple, pour les personnes racisées, la race, elle est sociale. C'est une classification, du système. Donc c'est juste le regard que pose, le système et la société sur nous. Évidemment qu'on ne parle pas de race, biologique et tout ça. Et c'est important et je trouve ça enfin, je trouve que voilà, le terme personne non blanche est problématique parce que ça décrit vraiment en creux. Personne de couleur est très problématique puisque ça voudrait dire que les blancs n'ont pas de couleur. Alors que quand on dit personne racisée, on montre vraiment ce qui se passe sur le plan systémique, pour le coup. Et quand on dit personne minorisée, c'est pas des minorités, en fait, parce que c'est pas une question de qui est c'est pas une question de quantité. C'est une question de, cette personne-là, elle va être marginalisée, elle va être mise, hors norme. Oui, ou elle va être entre guillemets, pas représentative, de la majorité alors qu'en fait, ouais, encore une fois, c'est le côté niche quoi, alors que non, enfin Mais c'est ça quand on dit aux personnes, tu vois, dans les sphères créatives de fiction, on va dire, qu'on peut pas mettre un personnage, noir, par exemple, en personnage principal parce que les gens vont pas pouvoir s'identifier, ou dans les campagnes de pub ou tout ça, quoi. C'est vraiment cette idée-là qu'il y a derrière que, c'est, heu, c'est hors norme, quoi. mmh. C'est hors norme et je pense que c'est important de se poser les questions de vocabulaire pour, décrire, le monde.
et que quand on dit, personne racisée ou personne minorisée, on dit, aussi le mécanisme qui se met en place et ça nous permet de le voir et de le En fait, déconstruire. quand tu me dis hors norme, c'est un cas exceptionnel et c'est tellement exceptionnel que, ça a pas forcément à être pris en compte, quoi, parce que ça reste quand même un cas à part. Alors qu'en fait, C'est ça. c'est voilà, c'est incroyable, quoi, parce que c'est pas le cas. C'est un cas. C'est ça, il y a pas 4 noirs sur la planète et 3 meufs quoi, tu vois? À un moment. Oui, 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 mais ça en fait, ça veut surtout dire ça devient trop compliqué, enfin, il y a trop de choses à prendre en compte. Et je refuse de vraiment, aller, en fait, on n'est pas du tout dans une société empathique. On renonce Mmh. complètement à la notion d'empathie et ou la notion de douceur et c'est aussi pour ça que tous les métiers d'accompagnement et de soins sont politiques parce que dans le fond, normalement, évidemment, hem, on s'occupe des gens et on va contre, la société, voilà, super capitaliste de performance, de go, 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 on y va, on fléchit pas, on est toujours, en train de délivrer, du résultat, peu importe. Enfin, on s'oppose quand même, de manière indirecte à cette logique-là, en s'arrêtant, en se disant: Oui. «OK, comment je me sens? Qu'est-ce qui me se passe?» On regarde à l'intérieur où on prend soin de nous et c'est des espaces qui sont pas valorisés. De toute façon, on le voit, hein, je veux dire, on le Mmh. voit complètement, dans la société au global, quoi. Et c'est là où on a notre carte à jouer, dans les pratiques d'accompagnement parce que la société, le système nous dit, constamment, quand on porte ces sujets, la réaction, c'est un peu de dire, «Ouais, mais on va pas s'adapter à Mmh. tout le monde. On va pas faire de cas particuliers à chaque fois. C'est trop compliqué». Alors que dans nos pratiques d'accompagnement, on fait du cas particulier, on fait de l'individuel, on fait du je pense qu'on a vraiment cette carte à jouer d'aller vraiment écouter les singularités et faire résonner ce qui se passe aussi pour les gens dans ce contexte social. Parce que le danger des pratiques d'accompagnement, c'est d'oublier qu'on évolue dans un contexte qui est extrêmement normé et extrêmement oppressif pour beaucoup de personnes. Et l'enjeu du bien-être, c'est, je pense que le futur enfin, à la fois, quelque chose qui est déjà très présent dans les cultures ancestrales et à la fois le futur, je pense, dans notre approche, du bien-être, dans la société occidentale, c'est vraiment de passer du self-care au community care. Tu vois? Je crois que c'est The Woke Scientist qui a fait des posts là-dessus qui sont très, très intéressants. Pour moi, le soin communautaire, c'est une ressource incroyable. Parce qu'en fait, on est dans une société qui est hyper individualiste et en même temps, on va chercher du lien, on va chercher du relationnel et le self-care, il a ses Mmh. limites, quoi. Carrément. Il y a des choses je pense qu'on peut vraiment, guérir en partageant ensemble, en se regroupant, sur, certains types d'expériences et ouais, ça rassure énormément. Ça donne un endroit de sécurité introuvable Mmh. dans le care et après, c'est des choses qui existent, tu vois? Les alcooliques anonymes, il y a quand même des systèmes en place, en termes de guérison où en fait, on est obligé de Mmh. passer par cette notion de community care, enfin, pour que ça Ouais fonctionne, tu vois? Notamment sur les addictions, des choses comme ça mais c'est vrai. et on a besoin de l'étendre, ce soin communautaire sur, je pense qu'on a vraiment besoin de l'étendre sur, Ouais. vraiment l'ensemble de nos pratiques, tu vois? De pas se focus sur, effectivement les questions d'addiction ou de pathologisation, tu vois, les pathologies mentales, les choses un peu, qui nous semblent lourdes, en fait, alors qu'en fait, on en a besoin de Ouais. partout. En fait, il faudrait des groupes de parole, et tu vois, dans le milieu spirit, tu as les bah, la le tout ce qui est féminin sacré, donc les femmes qui se regroupent autour de mais en fait, on peut créer finalement des groupes de parole qui sont pas forcément en fait, qu'est-ce qui fait du bien? Est-ce que c'est la spiritualité, et les croyances qui sont greffées sur ces groupes de parole? Ou est-ce que c'est plutôt le groupe de parole et le partage d'expériences qui fait du bien? Enfin, je veux dire, C'est tu ça. vois?
il faut savoir Et ça, c'est le grand, moi, je pense que le grand succès du féminin ouais, sacré, c'est ça. C'est de recréer de la communauté et du collectif là où on en a extrêmement besoin. ouais, pour les femmes et dans une notion juste pure d'expérience et finalement alors le féminin sacré devient politique maintenant, hein. Avant c'était pas vraiment le cas, il devient super politisé. Mais en soi, au départ, c'était peut-être plus juste: «Je suis femme et voici mon expérience et je partage, bah, voilà, le système d'oppression», mais sans forcément être dans un militantisme, frontal. Alors qu'en fait, Mmh. c'est enfin, ça vient se mettre un petit peu en marge des groupes militants féministes qui sont dans une autre dynamique et qui sont pas forcément dans la notion du corps, du bien-être du corps et qui parlent de ça, tu vois? Et Mmh. donc voilà, mais ça montre des besoins qui sont réels. Donc ouais, c'est des choses intéressantes. Après, je pense que c'est pour ça aussi que les retraites ont énormément de succès, mais ça passe Oui. toujours sous le prisme de la spiritualité, une pratique, le yoga et pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de retraite sur des choses très spécifiques? Et de dire: «Bah, voilà, on va se déconstruire sur ça». Tu vois? Ça, c'est des choses, je me dis: Mmh. «Ce serait hyper, hyper important au lieu de placer des croyances ou des idéologies en particulier, spirituelles ou de pratiques spirituelles dans le corps ou quoi, de dire: «Bah, et si on faisait, juste des thématiques?» tu vois? Comme des groupes de conversation autour de certaines choses, de certains sujets, Mmh. particuliers quoi, comme, ça, le privilège blanc, tu vois? Et Mmh. Ça serait d'une ouais, ce serait puissance. énorme, enfin, je pense que ce serait la chiale franchement. Faudrait pas que j'y aille en PMS parce que alors là, je serais mais je me dis: «Est-ce que ce serait pas ça le futur du soin et du bien-être?» tu vois? Et d'aller vraiment ouvrir un dialogue, purger, partager des choses avec des voilà, avec des groupes de personnes et choisir de faire communauté et je pense que franchement, il y aurait pas plus transformateur bah, qu'une retraite comme ça. Tu vois? C'est Ça clair. serait juste énorme. Donc bon, bah, on lance ça comme ça. Voilà, si ça vous intéresse, venez nous voir. Ce serait ouf, quoi. Parler Bah forcément ouais. de dire: «On va dans le militantisme ou dans ce» on vient juste se parler, on vient juste s'écouter Oui. et on vient juste se partager des expériences de c'est quoi ta réalité, c'est quoi ma réalité, c'est quoi enfin, la première fois que je me suis rendu compte que j'étais dans un monde raciste en tant que blanc, par exemple. Tu vois? Des choses comme ça, je pense que ça pourrait être Ouais. vraiment salvateur, ça pourrait être vraiment Tellement et transformateur, quoi. voilà, heu, Et on a besoin de le faire dans des espaces collectifs. ouais, ça pourrait être, incroyable, quoi. Tu entends quoi par, Mmh. espace collectif pour que je sois bien sûre? Et c'est parce que, tu vois, là, on est dans une société qui est individualiste, où on va essayer de se déconstruire nous-mêmes. Même, tu vois, je veux dire, bah, voilà, tu as plein de contenus sur Instagram, Mmh. sur les réseaux sociaux et tout ça. George Floyd, il y a plein de gens qui sont un peu tombés des nues, qui ont commencé à consommer du contenu thématique sur les sujets et tout ça. C'est super chouette. Mais en fait, il y a un moment où on a une limite si on le fait pas dans des espaces collectifs. Donc, de trouver des groupes, que ça soit, voilà, sous forme de retraite, des espaces collectifs, 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 parce que dès qu'on travaille systémique, on en a besoin. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de l'individuel, ça veut dire qu'on peut pas faire que Et de c'est ça le l'individuel. message finalement le message oh putain, excuse-moi. Le message de c'est ça le message de la fin, c'est de dire, oui en fait là il faut le self-care c'est bien, c'est nécessaire, c'est important, mais il faut aussi essayer d'ouvrir des conversations, voilà, d'être dans cette notion de community care, voilà, du bien-être aussi de la communauté et de pouvoir se replacer aussi. C'est quoi ma place? Et ça honnêtement, on peut le comprendre qu'en le pratiquant, en fait. Qu'en se Mmh. mettant, aussi dans une position qui peut être inconfortable, où on ne sait pas exactement où est-ce que ça va aller, où on peut aussi se mettre dans une, ça je parle en tant que blanche évidemment, hein, je parle pas ça mais où aussi on peut être, ouais, face à nos vulnérabilités et au fait qu'on peut faire des erreurs, enfin, prendre le risque de se confronter à ça en nous et Ouais. il faut prendre ce risque-là, pour vraiment, mieux comprendre ce qui se joue. En fait, on ne pourra pas vraiment le Mmh. saisir qu'en lisant des posts Instagram ou en suivant les comptes, leaders du sujet, quoi. Ouais. Bon, je pense on a le mot, en mode bah, c'est quand que tu fais ta retraite, Mmh. du coup? Je pense qu'on va t'attendre en tournant. Moi je
moi je suis prête là, hein. Ouais, bah, après il faut animer, enfin c'est un level up parce que du coup tu gères des personnes, des Mmh. individualités, enfin mais je pense que ça pourrait Et tu vois, c'est pour ça qu'on a créé avec Selma, la pilule rouge parce qu'en fait, on voulait créer un espace d'accompagnement pour décoloniser les pratiques qui soit collectif. Donc on accueille plusieurs thérapeutes pour, accompagner là-dedans parce qu'en fait, c'est et on fait aussi de l'accompagnement individuel sur ces sujets, mais il y a un moment, on a besoin de déposer les choses dans le collectif. C'est clair, autorisons-nous à être créatifs. c'est ça en fait. La clé, je pense que c'est plutôt la créativité et c'est ce Mmh. besoin de créativité qui ressort beaucoup dans la spiritualité. Heu, En fait, la spiritualité devient un outil de créativité, et Mmh. d'inspiration et c'est super et moi je le revendique tout le temps, mais attention, hein, Mmh. c'est pas, une coiffe d'Indien, des plumes ou, des ponchos, c'est pas de la Mmh. créativité ça, c'est des Ouais. vrais héritages. Des trucs qui sont beaux, qui sont, voilà, utilisables comme une boîte à costumes, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a tout, on 2e fois, voilà. Ça va? Tu es Bah, content ouais, de la conversation? franchement, écoute, on est On a parlé de beaucoup de choses, hein. ouais, on a déjà qu'on avait parlé de beaucoup de choses en pré-entretien, mais là